Le protagoniste de notre histoire a passé toute sa vie à servir l'Empire pour retourner dans sa patrie, mais il a été trahi et finalement éliminé. Cependant, grâce à un artefact, il renaquit en tant que nourrisson dans l'une des familles nobles. Il décida de saisir cette opportunité pour se venger. Utilisant ses connaissances et le nouveau pouvoir qu'il avait acquis en tant que nécromancien, il devint le génie de la famille et se lança dans son voyage. Les événements commencent sur Terre en l'an 2045, au milieu d'une bataille chaotique entre soldats et monstres. Un soldat est montré blessé au combat par l'attaque d'un monstre qui lui inflige une blessure mortelle à la poitrine. Un énorme monstre terrifiant plane au-dessus des soldats restants. Le soldat tombé regarde vers le haut, impuissant, se demandant si c'est la fin. Avant que le monstre ne l'attaque, notre héros Han Seong apparaît, sauvant le guerrier à la dernière minute et combattant férocement avec son épée. Le monstre gigantesque lance plusieurs attaques simultanément vers Han Seong. Han Seong est montré esquivant habilement les attaques successives du monstre. Il évite un coup soudain qui a failli le toucher, et il tire avec son arme pour abattre l'une des tentacules du monstre. Han Seong appelle le soldat qui l'a sauvé. On réalise qu'il est le commandant suprême de la dernière force de défense sur Terre. Il exhorte le soldat à se lever et à avancer. Le soldat se lève, confirmant qu'il a entendu l'ordre, et retourne au combat avec son fusil. La scène montre les hordes infinies de monstres, indiquant la guerre qui dure depuis des décennies entre l'humanité et les monstres. Han Seong explique qu'il ne reste que quelques monstres devant eux et qu'il est enfin face à sa cible, se précipitant en avant. Mais alors qu'il arrive devant le dernier monstre, un immense cercle magique doré apparaît soudainement devant lui, le choquant. Han Seong se demande avec stupeur quelle est la nature du cercle magique doré qui est apparu devant lui. L'un des soldats du commandant s'exclame, déconcerté et stupéfait par sa disparition subite. Han Seong perçoit une voix lui enjoignant de répondre à l'invocation, et soudainement, des chaînes dorées magiques l'entravent. L'homme qui a invoqué Han Seong apparaît, un vieux magicien exprimant son étonnement face à l'invocation réussie et excité de voir le héros venu d'un autre monde. Il n'avait entendu parler que des liens. Han Seong s'interroge sur ces chaînes lumineuses. Le vieux magicien le salue dans l'Empire en tant que héros venu d'un autre monde. Et soudain, le magicien demande à Han Seong de vaincre le roi démon et de sauver leur monde. Han Seong répond avec mépris, considérant ce discours comme de la folie, et demande avec colère qui il est, qui sont ceux qui lui parlent, et où il se trouve, insistant sur le fait qu'il est en Corée et qu'il n'a pas de temps à perdre avec ses absurdités. Le magicien l'interrompt brusquement, lui ordonnant de se taire. Il active ensuite le lien du pacte magique et le gaz, provoquant une douleur intense chez Han Seong qui le fait crier. Le magicien lui dit que s'il avait écouté lorsqu'on lui avait demandé gentiment, la magie ne lui aurait pas fait mal. Han Seong souffre de la douleur, pensant avec colère que le magicien ne lui a jamais demandé gentiment. Le magicien répète sa demande de vaincre le maléfique roi démon et lui demande de sauver l'Empire alors qu'une épée gît sur le sol devant lui. Le magicien ajoute que si Han Seong fait cela, alors peut-être pourront-ils le renvoyer dans son monde. Il lui demande alors s'il acceptera leur demande. Han Seong accepte, contraint. Et ainsi, Han Seong raconte comment il a été convoqué dans un empire d'un autre monde et a commencé une nouvelle bataille en tant que héros. Il raconte comment il a combattu sans cesse et participé à de nombreuses missions de suppression. Il passait son temps à trancher et massacrer, répondant aux demandes constantes de l'Empire. 3 ans passèrent, puis 5, puis 10 ans alors qu'il continuait à se battre pour l'Empire contre l'armée du roi démon. Il se souvient avoir sacrifié sa jeunesse pour finalement vaincre le roi démon Balor, rêvant chaque nuit de rentrer chez lui, croyant avoir enfin gagné sa liberté. Cependant, dès qu'il eut terminé sa mission, le même vieux magicien vint à lui avec une nouvelle tâche. Han Seong protesta, insistant sur le fait que c'était insensé et que cela violait leur accord. Mais le magicien répondit que sauver l'Empire ne se termine pas par la mort du roi démon. Il lui expliqua que ceux qui s'opposent à la guerre d'unification doivent également être éliminés pour éviter la montée des rebelles et qu'il ne restait qu'une dernière menace à laquelle Han Seong devait faire face. La cible était un individu dangereux nommé Bottle, de la nation des chevaliers de Teutonia. Le magicien lui promit qu'il serait libre après avoir éliminé cet homme. Le magicien demanda d'un ton manipulateur s'il pouvait encore aider. Han Seong pensa amèrement qu'il n'avait pas le choix. Il n'était qu'un chien enchaîné, et il les maudit en silence. La scène se déplace vers la nation des chevaliers de Teutonia en flammes, où Han Seong se demande quand cet esclavage finira. Au milieu de la bataille contre Badley, Han Seong réussit à le poignarder avec son épée. Han Seong confronte son adversaire, Badley, qui le traite de naïf. Han Seong répond qu'il n'a pas d'autre choix. Han Seong s'excuse auprès de Sir Badil et Badil le reconnaît, mentionnant qu'il est le héros d'un autre monde, Han Song. Le blessé Badil lui dit en tombant au sol de ne pas s'excuser, car lui aussi sera bientôt éliminé. Han Song pense que c'est fini et qu'il peut enfin rentrer. Mais soudain, le comte de Brandebourg apparaît derrière lui. Han Song est choqué. Alors que le comte le félicite pour le travail bien fait, il le poignarde dans le dos avec son épée. Le choqué Han Seong reconnaît l'identité de l'homme qui l'a poignardé. C'est le comte de Brandebourg. Il félicite Han Seong, reconnaissant qu'en tant que commandant en chef et chevalier sacré de l'Empire, il s'est battu courageusement jusqu'à la fin, mais ajoute avec moquerie qu'il est rare de voir un chien de chasse si loyal.
Han Song réalise l'amère vérité, traitant le comte de salaud, et confirme que la promesse de le renvoyer sur Terre était un mensonge. Le comte se demande à quoi bon garder un chien de chasse qui pourrait se retourner et mordre son maître. Le comte fait ses adieux à Han Seong, et alors qu'il tombe au sol, il pense qu'il savait qu'il ne le laisserait pas partir paisiblement et les maudit tous. Et alors qu'il rend son dernier souffle et que le joyau de résurrection brille dans sa poitrine, Han Seong jure qu'il n'oubliera jamais cette humiliation et que l'empire qu'il a trompé paiera le prix de sa destruction. Cette nuit-là, la vie de Han Song ferme les yeux, tandis qu'une autre vie ouvre les siens, avec des félicitations à la duchesse pour la naissance de son fils, Dale. La duchesse regarde tendrement le nouveau-né, lui disant qu'elle est sa mère. Le nouveau-né Han Seong la regarde, ainsi que l'homme à ses côtés, et a le sentiment que la femme lui est familière. Soudain, il se souvient et reconnaît l'homme. C'est le duc Jackson, le plus grand nécromancien et magicien noir de l'Empire. Han Seong réalise que cela signifie qu'il est à Nécropolis, le centre de la magie noire de l'Empire, et plus précisément dans la tour de la magie noire. Il se souvient que la pierre de résurrection, qui ne permet qu'une seule réincarnation, avait fonctionné. Il avait caché la pierre en secret pendant ses jours en tant que chien de chasse, comme un moyen de briser un jour sa laisse. Et le destin de sa nouvelle naissance fut laissé à la destinée, et la destinée fit de lui le fils aîné de la famille ducale Jackson, l'une des plus hautes familles nobles de l'Empire. Le nourrisson sourit, heureux d'être né avec une cuillère en argent. Il promet secrètement qu'une fois qu'il grandira et apprendra la nécromancie, il anéantira ces maudits impériaux. Le duc Jackson remarque que le bébé ne pleure pas. La duchesse inquiète demande à la nourrice de l'examiner de près, et la nourrice note que c'est étrange et que sa respiration est très claire. Le nourrisson Dale se dit bien sûr qu'il ne pleurera pas. Se demandant quel âge il pense qu'il a, l'infirmière rassure la duchesse en lui disant que sa respiration est stable et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais le duc se demande anxieusement si le bébé silencieux est un mauvais signe. La nourrice lui dit de ne pas s'inquiéter, mais ajoute que s'ils sont vraiment préoccupés par le fait qu'il ne pleure pas, ils devraient simplement le gifler jusqu'à ce qu'il pleure. L'infirmière se met à gifler le nourrisson. À sa grande surprise, le petit Dale émet des sons étouffés et furieux à chaque gifle. Le duc commente que c'est un enfant têtu, et la duchesse ajoute qu'il a dû hériter de sa ténacité. La duchesse sourit et demande qu'on lui donne le bébé pour essayer, tandis que Dale pense avec colère qu'ils sont idiots et leur dit dans son esprit que leur fils va bien. La duchesse se retient de gifler le bébé Dale, qui la regarde avec stupeur et pense avec colère, bon sang. Au lieu de cela, sa mère le tient doucement, et alors qu'une main chaleureuse touche sa petite joue, Han Seong se souvient soudainement de quelque chose. Il se rappelle avoir oublié depuis longtemps ce qu'était la chaleur, comme le montre une scène antérieure où il était seul, et alors qu'il ressent le contact doux et l'affection de sa jeune mère noble. Han Song, qui n'a jamais pleuré dans sa vie passée et était sans émotion, ne peut que pleurer fort. 8 ans passent depuis la naissance de Dale. Le duc et sa femme discutent dans leur chambre, où il remarque que le temps passe vite, et sa femme est d'accord. La duchesse demande si Dale est encore dans le bureau, notant qu'il est plongé dans les livres depuis ses 4 ans. Le duc plaisante en disant qu'il tient sûrement d'elle. Puis, il dit sérieusement que Dale semble s'intéresser à la magie, et la duchesse lui rappelle la promesse qu'il a faite. Le duc confirme qu'il se souvient de sa promesse de ne pas transmettre la nécromancie à Dale, tandis que ce dernier est montré en train de lire dans la bibliothèque. La duchesse confirme qu'il s'en souvient et le duc la rassure. Le duc lui dit de ne pas s'inquiéter et ils discutent du cadeau d'anniversaire de Dale pour demain. Leur conversation est interrompue par un coup à la porte et ils se demandent qui cela peut être à cette heure. Une domestique entre en panique, appelant le duc et annonçant qu'il se passe quelque chose avec le jeune maître Dale dans le bureau. Le duc et la duchesse, choqués, se précipitent vers la bibliothèque, appelant Dale et lui demandant s'il va bien. Il trouve Dale agenouillé sur le sol, entouré d'une énorme aura de mana bleue. Il appelle ses parents et il crie son nom. Sous le choc, la duchesse se précipite pour étreindre Dale, lui demandant avec inquiétude s'il est blessé et ce qui s'est passé, mais il la rassure en lui disant qu'il va bien. Le duc se tient pensivement, notant qu'il peut sentir le mana dans l'air. Il pense avec étonnement à quel point Dale, qui vient d'avoir 8 ans, est déjà capable de cela. Puis il appelle son fils. Le duc demande sérieusement à Dale s'il a libéré la mana de son corps. Dale panique intérieurement, réalisant qu'il a fait une erreur et qu'ils trouveront cela étrange. Dale pense qu'il ne savait même pas qu'il pouvait libérer du mana si rapidement et s'inquiète qu'il pourrait soupçonner sa véritable identité s'il ne répond pas rapidement. Le duc sourit et tapote la tête de Dale, disant que c'est bien son fils. Il ajoute qu'il est dommage qu'il ne puisse pas lui enseigner la nécromancie. Dale est choqué, pensant qu'il ne peut pas apprendre de son père, et se demande anxieusement comment se venger. La duchesse demande à Dale de retourner dans sa chambre, l'assurant que les domestiques nettoieront le désordre. Alors que Dale s'en va, le duc appelle sa femme Helena et lui dit avec un sourire qu'il vient de penser à un cadeau approprié pour lui. Plus tard, au banquet d'anniversaire de Dale, les nobles se rassemblent, notant que tous les nobles de la région du Duc Noir sont là. À ce grand banquet, les invités se demandent quand le jeune seigneur apparaîtra. Au 2e étage de la salle de banquet, Dale est seul, ennuyé par le bruit. Il remarque que la fête semble en retard. Il réfléchit à quel point c'est épuisant pour tous ces gens de se réunir juste pour fêter son anniversaire.
Il attribue son étrange sentiment à l'habitude de recevoir un mauvais traitement durant son temps en tant que héros, et le fait d'être traité comme un jeune maître lui semble encore maladroit. Il est préoccupé non pas par la fête, mais par son inquiétude concernant le bureau qu'il a détruit il y a quelques jours. Il se souvient comment son mana est devenu complètement incontrôlable rien qu'en pensant à sa vie passée en tant que héros, se demandant curieusement qui lui a laissé cette biographie du héros. Il décide que son corps actuel est trop talentueux pour abandonner l'idée d'apprendre la nécromancie. Il se demande comment convaincre son père, se souvenant qu'il a entendu son père mentionner un cadeau. Il envisage de demander à apprendre la nécromancie en cadeau, mais il abandonne vite l'idée, voyant que les regards de ses parents rendent cela impossible. Perdu dans le désespoir, sa mère, la duchesse Helena, arrive et lui dit qu'il a attendu assez longtemps. Dale salue sa mère et elle lui souhaite un joyeux 8e anniversaire. Il remarque quelqu'un se tenant derrière sa mère et demande qui c'est. Sa mère l'encourage à aller les saluer. Sa mère présente l'invité. C'est l'une des aînées de la tour de magie bleue, une elfe nommée Mademoiselle Sabia, l'esprit sage et experte en magie de l'élément eau. Sa mère annonce que Mademoiselle Sabia sera sa nouvelle enseignante. Dale est choquée lorsqu'elle s'avance, disant qu'elle a hâte de travailler avec lui. Sa mère lui souhaite encore un joyeux anniversaire. Dale analyse rapidement la situation. Ils lui ont désigné un professeur provenant d'une tour de magie. Il en conclut qu'il prévoit de lui faire apprendre la magie de l'élément eau, connu pour son accent sur la défense et la perturbation. Ce qui lui confirme que sa mère est vraiment déterminée à l'éloigner de la magie noire. Plus tard, Madame Sabia demande à parler seule à Dale et il accepte. Sabia lui confirme qu'elle a été engagée pour lui enseigner uniquement la magie de l'élément eau. Elle lui demande astucieusement s'il se sent déçu, devinant qu'il voulait apprendre un autre type de magie. Dale est surpris par sa perspicacité et Sabia explique qu'il est naturel pour lui de vouloir apprendre la nécromancie et la magie noire de son père. Elle ajoute que la condition du mariage du duc noir est un fait bien connu dans tout l'Empire. Sabia lui raconte l'histoire de lorsque le duc courtisait Lady Helena, elle avait peur de sa sombre réputation. Pour elle, il a promis qu'il ne transmettrait pas son travail à ses enfants. Sabia se souvient du jour du mariage lorsque les anciens de la tour de la magie noire étaient présents, vêtus de blanc pur au lieu de leurs robes noires habituelles. Elle explique que ce mariage était fondé sur ce vœu, donc apprendre la magie noire sera difficile pour le moment, mais elle lui promet qu'elle trouvera un moyen de convaincre Lady Helena à l'avenir. Elle lui demande pour l'instant de suivre ses enseignements. Dale réplique par une question. Il lui rappelle qu'en tant qu'elfe, elle accorde de la valeur aux lois de la nature et lui demande si elle ne trouve pas la magie noire et la nécromancie, qui ressuscitent les morts, abominables. Sabia sourit, réfléchissant à sa question. Intéressant. Elle répond par une autre question, lui demandant si le pouvoir sacré des prêtres qui ressuscitent aussi les morts est considéré comme la volonté de la nature. Dale est surpris par la réponse. Sabia affirme que, à ses yeux, la nécromancie et la résurrection se ressemblent exactement. Dale réalise qu'elle est très différente des elfes habituellement têtus et pense qu'elle pourrait être une bonne enseignante. Sabia propose de commencer la leçon. Elle a entendu dire qu'il a créé des fragments d'un cercle de mana récemment et que leur premier but est d'élargir ces fragments pour former son premier cercle. Dale accueille l'idée avec enthousiasme, car tous les livres de magie qu'il a lus nécessitent le premier cercle, et c'est une parfaite occasion de le former. Sabia lui demande de placer sa main sur son cœur et de se concentrer. Alors qu'il commence à se concentrer, Sabia lui explique que ce monde, contrairement à la Terre, est plein de mana, mais à moins qu'une personne ne soit un être ancien comme un dragon, il est impossible de manipuler le mana brut non transformé. Pour cette raison, il faut quelque chose pour filtrer et traiter cette mana brute, ce qui est le cercle de mana dans le cœur. Elle conclut la première leçon en expliquant le processus. Il doit rassembler les fragments dispersés du cercle de mana autour de son cœur, les assembler, puis faire tourner le cercle complet de manière régulière autour du cœur. Dale comprend l'explication de son professeur Sabia. Réalisant que le cercle est une gravure du chemin du flux de mana sur le cœur, Sabia lui demande de commencer à s'exercer lentement à faire tourner le mana autour de son cœur. Sabia note que cela prend généralement un mois et lui conseille de ne pas se précipiter, mais Dale l'interrompt. Dale lui dit hésitamment qu'il pense avoir réussi et Sabia le regarde avec stupéfaction. Sabia se demande avec étonnement s'il est possible pour un enfant qui vient de commencer son entraînement de créer un cercle complet en quelques minutes. Elle réalise que cela ne peut se produire que si l'enfant possède un talent envoyé par le ciel. Sabia demande à Dale d'essayer de libérer son pouvoir magique via le cercle qu'il a formé. Dale accepte, tandis que Sabia pense qu'un enfant normal aurait du mal juste à pousser le mana à travers le cercle. Dale, avec la conscience de Hansong, pense que ce niveau n'est pas suffisant pour se venger de l'Empire ou égaler le duc Jackson. Il se souvient que dans sa vie passée, il utilisait une magie de combat mortelle, grâce au sceau gravé sur son corps. Mais cette fois, c'est différent. Il réalise que son nouveau corps, qui a hérité du talent du maître de la tour de la magie noire, accepte le mana naturellement. Il pense qu'il pourrait peut-être apprendre d'autres types de magie en plus de la magie de l'élément eau. Dale se concentre, dirigeant la mana qu'il a attirée dans son corps vers ses doigts pour créer quelque chose qu'il imagine être le fragment le plus mortel, l'arme qui étouffera l'Empire, et réussit à le former. Sabia note avec étonnement qu'il a réussi à cristalliser la puissance magique, formant un carreau de glace presque parfait.
Elle se dit que normalement la forme de la magie s'effondre lorsqu'elle est condensée et libérée. Sabia pense que, vu son attention à la forme, le sort pourrait manquer de puissance. Dale lance le sort. Le projectile de glace frappe l'arbre et explose avec force. L'arbre est complètement brisé, laissant Sabia totalement stupéfaite. Sabia réalise que la glace était suffisamment tranchante et dure pour transpercer un arbre, et confirme que cette précision est impossible pour un enfant de 8 ans. Dale se tourne avec un sourire innocent, tandis que Sabia se demande, choquée, quelle est la vérité sur cet enfant. Sabia contemple la scène, émerveillée. Elle pensait qu'au mieux il déplacerait le mana, mais il a libéré une puissance magique et l'a combiné avec l'élément glace. Bien que ce fût un sort de base, il l'a exécuté avec une habileté étonnante, utilisant le froid environnant pour le renforcer. Dale demande innocemment s'il a fait une erreur. Sabia pense que la complexité de la formule magique qu'il a utilisée est très avancée et qu'un enfant innocent ne pourrait pas la créer. Inconsciemment, elle réalise qu'il a utilisé 3 éléments, rotation, accélération, compression, collectivement connus sous le nom de ratio d'or de la magie militaire. Elle conclut que le fait qu'il ait lancé un sort aussi parfait pour l'abattage de manière inconsciente est choquant. Dale l'appelle à nouveau et elle répond que ce n'est rien. Sabia pense qu'elle comprend enfin pourquoi le duc, l'archimage noir, se sentait si plein de regrets. Dans une scène suivante, Sabia rapporte au duc. Il demande, étonné, pourquoi elle dit qu'elle ne peut pas enseigner à Dale. Le duc argue que si l'enfant a atteint le premier cercle en peu de temps, c'est encore plus une raison de lui apprendre. Sabia lui dit qu'au moment où Dale a complété le premier cercle, il a immédiatement exécuté un sort de massacre parfait. Le duc est choqué d'entendre cela. Sabia confirme qu'il est difficile de croire qu'un enfant de 8 ans a créé un sort contenant une formule militaire parfaite connue sous le nom de ratio d'or. Elle conclut son rapport par une conclusion choquante, disant au duc que le jeune maître Dale a un talent pour tuer. Le duc demanda, l'air pensif, si Madame Sabila disait qu'elle ne pouvait pas enseigner à Dale, surtout puisqu'elle est une aînée de la Tour Bleue qui prône contre le meurtre. Sabia nie cela, confirmant que pour cette raison précise, elle ressent le désir de le guider elle-même dans la bonne voie. Le duc commente que dans ce cas, il n'y a aucune raison de refuser. Sabia continue d'expliquer que le jeune maître Dale semble déjà avoir une magie qu'il souhaite apprendre, qui est la magie noire du duc, et il a l'air surpris. Sabia continue en mentionnant qu'elle a entendu l'histoire de l'amour du mage noir et qu'elle respecte sa promesse à Dame Helena. Mais elle affirme que cette promesse ne lui donne pas le droit de décider de l'avenir de son enfant, surtout avec l'immense talent que possède le jeune seigneur. Pendant ce temps, Dale écoutait aux portes, en haut des escaliers, mais il remarque qu'il ne comprend pas un mot de ce qu'ils disent. Il a l'air frustré et suppose qu'il parle certainement de lui. Il pense en lui-même, surpris par la puissance de son premier sort, et remarque que même Dame Sabia de la Tour semblait très surprise. Il soupire et décide qu'il doit être plus prudent dans le contrôle de son pouvoir à l'avenir. Ses pensées sont interrompues par une voix appelant jeune seigneur Dale. Il se lève du sol en souriant. C'est un homme en armure. Dale l'appelle avec excitation oncle Helmut et lui demande pourquoi il est ici. Plus important encore, il lui demande où il était. Helmut répond en riant qu'il accomplissait son devoir de protection du duché. Il explique qu'il balayait des monstres terrifiants, puis soulève Dale dans ses bras. Dale sourit et comprend que son oncle était en train de conquérir un donjon. Dale réfléchit, expliquant que dans ce monde, l'apparition de donjons ou une inondation de monstres est un événement majeur pour toute province, et cela est le cas depuis l'ère du roi démon. Les dégâts causés par les attaques de monstres sur les colonies ne sont pas négligeables. Par conséquent, le devoir principal des chevaliers de la province est de conquérir les donjons qui n'ont pas encore été soumis dans les terres de l'ancien roi démon, ou d'éliminer les monstres qui débordent en raison d'une brèche dans un donjon. Dale explique que la situation dans le duché de Saxon est plusieurs fois pire et que la raison en est lui-même, c'est-à-dire Han Seong dans sa vie antérieure. Dale explique qu'après avoir vaincu le roi démon dans sa vie antérieure, le duc de Saxon a reçu l'ordre de soumettre les monstres dans les terres du roi démon, qui lui ont été accordées en tant que fief, et de les transformer en terres impériales. Il décrit cela en termes professionnels comme le fait de refiler le sale boulot aux autres. De retour au présent, Dale demande à oncle Helmut de ne pas se blesser. Ce dernier est ému d'entendre la préoccupation du jeune seigneur pour lui. À ce moment-là, le duc arrive. Dale appelle son père. Helmut salue le duc, qui le remercie avec un sourire pour son travail acharné lors de la campagne. La duchesse Helena arrive, se demandant pourquoi tout le monde est rassemblé. Dale se demande ce que sa mère veut. Helena appelle Dale avec enthousiasme, lui disant qu'elle a entendu dire qu'il avait atteint le premier cercle, décrivant cela comme incroyable tout en s'occupant de lui. Le duc sourit également et félicite Dale, lui disant que s'il y a quelque chose qu'il souhaite, il devrait le dire à son père. Immédiatement, Dale hésite, se demandant si demander à apprendre la nécromancie semblerait trop rusé. Il essaie de penser à un souhait normal pour un enfant de son âge. Puis, Dale annonce soudainement qu'il veut une petite sœur. Le duc et la duchesse sont choqués et rougissent. Le duc répond avec hésitation et embarras qu'il essaiera et Dale les encourage. Le capitaine Helmut est allongé à l'extérieur de la tour en riant, tandis qu'un des chevaliers lui demande d'arrêter de rire en réaction à la demande étrange de Dale.
Pendant ce temps, Dale est allongé dans son lit, pensant à quel point il est épuisant de prétendre être innocent et pur à son véritable âge mental. Il se sent fatigué et se demande si c'est à cause de l'utilisation de la magie. Soudain, une douleur intense le submerge. Dale voit Brandenburg dans un cauchemar de son passé en tant que Han Seong, le saluant et disant que cela fait longtemps. Brandenburg se moque de lui, le traitant de volage et comment il est devenu si facilement mou. Il continue de se moquer de lui demandant s'il est heureux maintenant avec sa nouvelle vie, de bons parents et un foyer, sous-entendant que puisque son dos est au chaud et son ventre plein, il ne se soucie plus de la vengeance. Puis son visage se tord en un sourire sinistre, avertissant Han Seong que l'Empire le trouvera, et il lui assure qu'ils le chercheront sans relâche jusqu'à l'éliminer et effacer toute trace de lui de ce monde. Dale se réveille soudainement, haletant, pour découvrir que le mana explose violemment autour de lui. Il serre sa poitrine de douleur, ayant l'impression que son cœur est sur le point d'exploser. Dale réalise que c'est le débordement de mana dont il avait seulement entendu parler, et maudit les maudits impériaux. Il pense qu'ils ne le laisseront pas tranquille. Même à la fin, il était sorti pour prendre un peu d'air frais, espérant se sentir mieux. Mais le débordement s'aggrave. Le professeur Sebia apparaît soudainement, remarquant qu'il semble souffrir, ce qui surprend Dale. Sabia diagnostique son état comme un débordement de mana, ce qui est attendu pour un enfant talentueux comme lui. Mais elle ressent un sentiment dangereux émanant de lui. Sebia pose sa main sur Dale pour calmer le mana, pensant que si le ressentiment envahit la magie de cet enfant à l'avenir, il sera trop tard. Elle réussit à calmer le mana explosif. Dale remarque que le débordement de mana a disparu. Sebia appelle son nom, et il répond. Sebia lui explique que l'essence fondamentale de la magie est le reflet du cœur, c'est pourquoi les propriétés d'un même sortilège peuvent différer selon le lanceur. Elle lui dit que sa magie possède un talent inné pour ôter la vie, un talent très dangereux. Et en disant cela, elle lui tend un livre. Et pour cette raison même, Sebia estime qu'il est chanceux qu'elle soit celle qui puisse lui enseigner. Dale est choqué lorsqu'il voit le livre, réalisant qu'il s'agit d'un grimoire de nécromancie. Sebia sourit, disant qu'elle pense aussi que c'est le destin qui l'a amené à lui et lui souhaite un joyeux anniversaire. Dale est très ému et étreint son enseignante, qui est surprise, puis lui tapote la tête, le taquinant en disant qu'il est encore un enfant gâté à son âge. Quelques jours après, Dale et Sabia vont dans les plaines hors de la porte nord. Dale demande des nouvelles du lapin. Sabia confirme sa présence et lui rappelle les fois où il chassait avec son père. Dale se prépare. Dale se concentre sur le lapin et lance un sort de glace mortel dessus. Sabia l'observe, remarquant que même s'il vient de prendre une vie, il n'y a pas de tremblement dans ses doigts. Elle appelle son nom, pensant qu'avec la même magie, la forme de chaque lanceur reste infiniment unique. Professeur Sabia poursuit sa leçon, abordant ce qui s'est passé avec le lapin. Elle demande à Dale s'il sait pourquoi ses doigts n'ont pas tremblé quand il a pris une vie. Il répond qu'il n'en est pas sûr. Alors elle explique que la magie, dans son essence, est comme un miroir reflétant l'esprit. Cela matérialise ce qui est dans le cœur du lanceur à travers des particules de mana. C'est pourquoi la magie révèle toujours les pensées intérieures de l'utilisateur. Dale écoute en silence. Sebia continue d'expliquer que même les noms de sorts comme mur de feu ne sont qu'un moyen de fixer l'imagination avec une image mentale claire, et que la magie dans les différentes tours ne diffère pas de ce principe. La tour rouge valorise l'ordre par le pouvoir, tandis que la tour bleue valorise l'ordre par l'harmonie. Elle remarque que la philosophie de chaque tour se reflète dans la forme de sa magie. Elle ajoute qu'il existe d'autres tours en plus des rouges et bleus, comme les noires, blanches et vertes, chacune avec sa propre philosophie. Puis elle s'arrête soudainement, disant à Dale que cette leçon est encore trop prématurée pour lui, le laissant perplexe. Sebilo enseigne ensuite les bases de la nécromancie. Elle transforme un cadavre en zombie avec le corps du lapin qui l'a tué. Elle explique que cette magie repose sur la réanimation des corps, utilisant le mana pour que le lanceur puisse les contrôler. Dale applique la leçon, attachant des fils magiques à la tête, à la colonne vertébrale et aux genoux du cadavre. Dale réussit à contrôler le flux d'énergie magique et son professeur le félicite. Elle lui demande alors d'essayer le sort suivant et Dale accepte. Alors que le lapin zombie avec une aura violette se tient devant lui, Dale concentre son énergie pour lancer le sort d'armure glacée. Il réussit à envelopper le lapin zombie dans une armure glacée. Sabia remarque que la forme de l'armure qu'il a créée est très convenable. Elle sourit et lui dit qu'il est temps de tester sa capacité défensive et se prépare à lancer son propre sort de glace. Sabia lance un puissant éclat de glace vers le lapin armé. L'armure bloque avec succès l'attaque avant de se briser, et Dale se réjouit de son succès à bloquer l'attaque de son professeur. Sabia le félicite à nouveau et remarque qu'il semble vouloir dire quelque chose. Alors elle lui demande s'il a une requête. Dale répond très enthousiaste par l'affirmative. Dale demande à son professeur de l'aider à maîtriser la magie de l'élément eau en plus de la nécromancie. Sebia sourit, puis le surprend avec un refus ferme. Dale est choqué d'entendre sa réponse. Elle lui explique que ce qu'il a fait aujourd'hui n'était que les bases de la magie de l'eau. Elle précise que la magie de l'eau, comme les autres types de magie, nécessite une compréhension plus profonde et des connaissances avancées à mesure qu'on s'y plonge, ce qui la rend de plus en plus difficile. Elle ajoute que pour un débutant, apprendre un seul sort est déjà difficile. Quant à l'idée de devenir un magicien double et d'utiliser deux magies à la fois.
C'est très difficile à son âge, et cela lui semble être une ambition excessive. Dale est choqué d'entendre le mot ambition, et pense en lui-même qu'elle le considère toujours comme insuffisant, malgré toutes les capacités qu'il lui a montrées. Il se sent déçu, se rappelant qu'elle avait promis qu'ils trouveraient le chemin ensemble. Dans cet état, Sebia finit la leçon pour la journée. Cette nuit-là, Dale est dans le bureau, décidé à prouver qu'il peut y arriver seul. Il s'immerge dans l'auto-apprentissage, entouré d'une lueur d'énergie magique sombre, déterminé à apprendre la magie même sans guidance directe. Le lendemain matin, son professeur Sebia l'interpelle, remarquant qu'il a l'air épuisé. Sebia lui demande comment il va et s'il a perdu un peu de sommeil, et Dale répond qu'il est resté éveillé un peu tard pour préparer quelque chose. Sebia lui conseille de ne pas trop se surmener et Dale acquiesce. Plus tard, sur les plaines enneigées, Dale montre ce qu'il a préparé, fusionnant un cercle de magie noire avec de la magie de glace. Il applique une armure gelée renforcée et couverte de pointes au lapin zombie. Sebia l'observe et commente qu'il l'a complètement maîtrisé. Soudain, l'armure de glace se brise et explose en éclats tranchants, stupéfiant Sebia, qui se demande si c'est une explosion de givre. Mais ce n'est pas tout. Alors que le lapin zombie commence à rassembler de l'énergie sombre, il déclenche une explosion de cadavres. Les éclats de glace volants se combinent avec l'explosion sombre dans une attaque combinée se dirigeant vers Sebia. Sebia se retrouve sous une pluie d'éclats de glace et d'énergie sombre. Une fois l'attaque terminée, Dale se tient devant sa professeure qui s'est protégée avec un bouclier magique et explique qu'il a combiné l'explosion de cadavres avec l'explosion de givre, ce qui signifie qu'il a combiné la magie de l'eau et la magie noire. Avec un sourire confiant, tenant une boule de magie de glace dans une main et une boule de magie noire dans l'autre, il demande si cela suffit pour être un magicien double. Sebia reste stupéfaite en silence au milieu de la destruction et pense que c'est un style d'attaque qu'elle n'a jamais vu auparavant. Elle analyse l'attaque, réalisant que l'explosion de givre de l'armure gelée s'est fusionnée avec l'explosion de cadavres pour infliger des dégâts sur une zone plus large. Elle remarque que les éclats de glace acérés et les os de lapin se sont incrustés partout comme des lames. Elle conclut que cette technique semble conçue uniquement pour tuer, comme quelque chose créé par quelqu'un qui a passé toute sa vie sur les champs de bataille. Sebia s'interroge avec inquiétude sur le monde intérieur de cet enfant. Dale remarque son silence, mais se retourne soudainement en appelant Sœur Helmut. Le chevalier casqué s'approche à cheval, saluant de la main le jeune seigneur et mademoiselle Sebia. Dale lui demande s'il revient tout juste de nettoyer un autre donjon. Helmut répond que cette fois, ils ont subjugué un petit groupe de monstres. Il ajoute que la cavalerie noire a rencontré quelques difficultés. La cavalerie noire est connue comme les chevaliers invincibles du duc saxon, dominant le champ de bataille avec leurs lances recouvertes d'aura, et leur chef est le commandant des chevaliers, Sir Helmut. Il est également révélé qu'il est l'une des 7 épées du continent. Dale demande à Helmut s'il se souvient toujours de sa promesse de lui enseigner l'art de l'épée, ajoutant qu'il n'y a pas de meilleure personne pour apprendre. Helmut rit et accueille Dale à tout moment. Dale promet qu'il le verra bientôt. Helmut le confirme et demande au jeune seigneur de rentrer à l'intérieur car il fait froid, lui souhaitant un bon retour. Après la fin de la leçon, le professeur Sebia suggère de retourner à la tour et Dale accepte. Ce soir-là, la duchesse Helena et le duc convoquent à mademoiselle Sebia pour lui poser des questions sur quelque chose. Sebia les informe directement que le jeune seigneur Dale a maîtrisé le premier cercle à la fois pour la nécromancie et la magie de l'eau. Le duc semble mécontent et lui rappelle qu'il lui avait bien demandé de lui enseigner uniquement la magie de l'eau, ce que Sebia confirme. Sebia se défend en disant qu'en tant qu'enseignante, elle voulait enseigner à l'enfant ce qu'il voulait apprendre, et le désir de Dale ne se limitait pas à la magie de l'eau. La duchesse Helena intervient, décidant que puisque c'est le souhait de Dale, elle demande à Sebia de continuer à lui enseigner la magie de l'eau. Sebia accepte, et le duc et la duchesse lui expriment leur gratitude. Avant de partir, Sebia présente ses excuses sincères à la duchesse Helena pour l'avoir amenée à rompre sa promesse faite au duc de ne pas enseigner la nécromancie à Dale. Après le départ de Sebia, la duchesse soupire, commentant que leur fils n'est pas un enfant ordinaire. C'est un double magicien. À l'âge de 8 ans, elle admet que c'est parfois effrayant, mais c'est ce qui fait de lui leur fils. Le duc l'appelle par son nom. Le duc la surprend en annonçant qu'il veut enseigner lui-même la nécromancie à Dale. Il explique qu'il a plusieurs motivations en tant que seigneur. Il veut donner à son héritier le pouvoir de remplir ses devoirs de magicien. Il souhaite prendre ce disciple talentueux, et en tant que père, il désire transmettre son héritage à son fils. Le duc s'excuse profondément auprès de sa femme d'avoir rompu sa promesse envers elle. Helena répond qu'elle comprend que la perception publique de la nécromancie est encore mauvaise, et que tout le monde murmure que c'est la magie de la mort. Elle explique que c'est pourquoi elle a essayé de l'empêcher au début, mais maintenant elle lui demande l'inverse. Élever Dale pour qu'il devienne un nécromancien assez puissant pour écraser facilement ses gens. Ému, le duc lui demande avec intensité si elle comprend véritablement, et elle le serre tendrement dans ses bras, confirmant qu'il répond qu'il comprend. Il jure solennellement qu'il misera tout ce qu'il possède pour faire de leur fils le meilleur de tous. Plus tard, le duc commence sa première leçon avec Dale, exprimant sa grande déception envers lui. Le duc réprimande son fils, lui demandant s'il a déplacé les morts tout ce temps sans même comprendre ce qu'il déplace. Dale pense avec colère que son professeur Sebia ne lui a enseigné que les bases, alors que pouvait-il s'attendre à ce qu'il fasse?
Dale explique que dès qu'il a montré à son père les bases qu'il avait apprises, son père l'a immédiatement emmené à l'atelier de magie du Duc Noir, situé dans le sous-sol du château. Le duc dit à Dale sévèrement que tant qu'il s'entraîne avec lui, il doit complètement oublier d'utiliser une magie aussi primitive. Le duc dit que la première leçon débutera par mémoriser la structure squelettique et musculaire complète de chaque être vivant. Dale est entouré de piles massives de livres et répond faiblement à son père par un d'accord. Dale se rend compte que ces livres sont des textes hautement spécialisés que seuls les médecins auraient rencontrés dans son ancien monde. Après avoir passé des jours à mémoriser chaque mot, son père lui dit enfin qu'il a terminé les bases. Dale est heureux car il va enfin apprendre la magie pratique. Le duc confirme que la véritable leçon va commencer maintenant. Ils se tiennent devant le cadavre d'un gobelin et Dale se demande avec surprise. Le duc sourit, remarquant la confusion de son fils. Le duc explique qu'un magicien peu expérimenté ne peut déplacer le cadavre d'un maître d'épée qu'en simple zombie, tandis qu'un magicien compétent peut créer un chevalier de la mort à partir du cadavre d'un simple soldat. Le duc pointe le cadavre du gobelin devant lui, disant qu'ils ont actuellement un soldat mort-vivant ici, puis il demande à Dale de manière provocante « Comment vas-tu le déplacer ?» Dale essaie de déplacer le cadavre du gobelin, mais il réalise que c'est bien plus dur que le lapin. Le gobelin, étant bipède avec de nombreux os, demande des connexions de fils de mana bien plus complexes. Il peine à contrôler le cadavre, qui bouge lentement et de façon rigide. Il a l'impression de manipuler une marionnette complexe. Dale se demande s'il a fait une erreur en utilisant la magie de rigidité cadavérique pour renforcer la défense du cadavre, car les articulations et muscles sont trop raides pour bouger, et il reste impuissant, ne sachant que faire. Le duc intervient, expliquant à Dale que l'idée d'accélérer la rigidité cadavérique pour renforcer le cadavre était bonne, mais son inconvénient est de restreindre trop le mouvement. Le duc demande à son fils de regarder, puis prend lui-même le contrôle du cadavre avec une aura de magie noire. Dale est choqué en voyant son père animer le cadavre avec aisance. Le duc explique que la cage thoracique, par nature, est un organe dont la fonction est de protéger les viscères internes. Il demande, puisque les morts n'ont pas besoin de protéger leurs entrailles, pourquoi la gardons-nous telle qu'elle? Le duc change immédiatement la forme du cadavre, transformant la cage thoracique en lames acérées et en griffes saillantes. Le duc explique à son fils qu'il doit comprendre la structure de la créature devant lui. Cela change ensuite sa forme pour s'adapter à son but. Il conclut que c'est la base de la magie noire. Dale appelle son père admiratif. Dale demande à son père quelle est la philosophie suivie par la Tour Noire. Le duc répond par une seule vérité. Le duc explique que la vérité se trouve toujours dans la mort, et pour cette raison, ils doivent comprendre le poids de la vie pour atteindre cette vérité. Le duc pose sa main sur l'épaule de Dale, ravivant un souvenir douloureux de sa vie passée. Han Seong lui revient en mémoire. Un homme s'agenouillait devant lui, entouré de flammes, suppliant le grand héros d'épargner sa vie. Han Seong ignore les supplications et lève son épée tachée de sang pour le tuer. Ce souvenir fait frissonner Dale, et le duc remarque son visage pâle et lui demande s'il va bien. Dale secoue rapidement la tête et assure à son père qu'il va bien. La narration explique qu'à mesure que les compétences magiques de Dale augmentaient jour après jour, la nouvelle que le duc saxon lui enseignait, la magie noire, se répandit dans tout l'Empire. La violation par le duc de son vœu, sa promesse de mariage, a provoqué un grand choc dans les cercles nobles et celui qui en est responsable, Dale, est devenu le centre d'une attention et d'une surveillance intense de la part de nombreux, y compris les nobles de l'Empire. Les nobles de l'Empire qui ont commencé à le surveiller sans relâche. Quelques semaines plus tard, dans le terrain d'entraînement du duché, Dale est montré s'entraînant sérieusement à l'escrime avec une épée en bois contre oncle Helmut. Ils échangent des coups intenses et Dale réussit à faire tomber l'épée de Helmut. Surpris, Helmut voit son épée chuter. Helmut rit, félicitant le jeune seigneur et qualifiant son geste d'impressionnant. Dale répond qu'il est impossible pour un chevalier comme lui de lâcher son épée aussi facilement. Dale accuse Helmut d'avoir été indulgent avec lui. Helmut nie fermement cela, insistant sur le fait qu'il utilisait une escrime pratique et que n'importe quelle personne normale serait morte d'un seul coup. Helmut loue l'habileté de Dale à l'épée, disant que c'est dommage qu'il soit magicien. Il ajoute que comme les magiciens sont protégés par des gardes et de la magie défensive, ce n'est pas vraiment nécessaire pour Dale de s'entraîner aussi dur et lui demande pourquoi il le fait. Helmut remarque la main bandée de Dale et lui conseille de ne pas se pousser au point de se blesser. Dale confirme qu'il a bien sûr une raison. Dale explique avec un sourire qu'il serait pathétique que le fils du duc saxon ne compte que sur les gardes et la magie défensive. Il ajoute que la chance de s'entraîner personnellement avec l'un des 7 épées du continent est quelque chose qu'il ne peut pas manquer. Helmut rit aux éclats, impressionné par la réponse de Dale, et dit qu'il n'a pas de plus grand souhait que d'avoir un fils comme lui. Dale sourit, disant que le jour où il reçoit enfin les éloges d'Helmut est arrivé. À ce moment-là, la duchesse Helena arrive, commentant leur bonne humeur. Dale la salue vite. Il lui demande pourquoi elle est venue ici et elle répond qu'elle voulait voir à quel point son fils travaille dur. Elle ajoute qu'elle a aussi des nouvelles à lui dire et lui rappelle le cadeau d'anniversaire qu'il a demandé. Dale semble confus, essayant de se rappeler le cadeau demandé. Un flashback le montre demandant à ses parents une petite sœur. Daniel Dale est choqué d'entendre ça. Sa mère sourit et lui dit qu'il devra bien s'occuper de sa petite sœur.
Dale répond avec un enthousiasme débordant qu'il le fera certainement. 10 mois plus tard, Dale est montré en train de regarder sa sœur nouveau-née. Sa mère lui demande si elle l'étonne et il répond que oui. Étonné par sa petite taille, Dale touche la joue du bébé, commentant qu'il n'arrive toujours pas à croire qu'elle est sa sœur et la décrit comme incroyable. Sa mère lui demande s'il veut la tenir et Dale hésite nerveusement. Sa mère l'encourage à ne pas reculer et le duc l'assure que la tenir n'est pas difficile et qu'il a trouvé cela facile quand il a essayé. Dale tient sa petite sœur et sa mère lui demande ce qu'il en pense, en disant qu'elle lui ressemble beaucoup. La duchesse Helena remarque avec surprise que le bébé pleurait beaucoup quand son père la tenait, mais qu'elle n'a pas émis un son dans les bras de Dale. Alors que le bébé sourit paisiblement, le duc demande à son fils Dale comment il se sent en tenant sa petite sœur dans ses bras. Dale répond à son père que bien qu'elle soit légère comme une plume, il ressent un grand poids. Le duc lui explique que c'est le poids de l'existence et lui recommande de ne jamais oublier ce sentiment. La duchesse rappelle à son fils Dale qu'il est temps pour sa leçon et que Madame Sabia l'attend impatiemment. La scène se déplace vers les plaines enneigées, où l'enseignante Sabia dit à Dale qu'aujourd'hui, ils vont mener un duel d'entraînement pratique. Dale demande hésitant s'il peut vraiment l'attaquer et Sabia l'encourage à ne pas hésiter et à utiliser tout ce qu'il a. Dale accepte et commence à préparer un cercle magique. Sabia se prépare également, pensant qu'elle verra combien il s'est amélioré. Dale commence l'attaque en lançant un grand projectile de glace vers son professeur Sabia. Sabia reçoit l'attaque facilement, attrape le projectile de glace dans sa main et le brise, commentant que c'est trop lent pour une attaque d'ouverture. Elle le nargue en tenant un éclat de glace restant. Alors que Dale reste choqué par sa réaction, Sabia le surprend en lui lançant violemment le fragment, en criant de lever sa barrière défensive. Le projectile de glace frappe le sol, provoquant une explosion à l'emplacement de Dale. Dale se relève du sol, pensant que s'il n'avait pas réussi à bloquer l'attaque, il aurait été gravement blessé. Sabia l'observe, admirant comment il a réussi à lancer le sort de bouclier de glace en un bref instant pour se protéger. Sabia décrit sa performance comme excellente et lui demande d'essayer à nouveau. Dale répond en se concentrant sur un nouveau mur de glace magique. Il pose ses mains au sol et lance le sort, ordonnant au mur de glace de s'élever. Sabia est surprise par ce geste, se demandant pourquoi il utilise un sort défensif comme le mur de glace en plein milieu d'un duel. Sabia comprend que Dale a renforcé les liaisons moléculaires de la glace, augmentant sa densité pour la rendre aussi dure que l'acier. Elle se demande toujours pourquoi il a choisi cette défense, pensant qu'il a peut-être besoin de reprendre son souffle après son attaque précédente. Mais derrière le mur, Dale préparait une nouvelle explosion de glace, la formule de fragmentation. Puis il ordonne au mur d'exploser. Le mur de glace massif explose, et Sabia réalise avec stupeur que l'explosion est conçue pour projeter des éclats de glace dans toutes les directions, et elle se retrouve dans la ligne de mire. Dale célèbre le succès de son attaque, pensant au sort qu'il vient de lancer. C'était un sort composite, une barrière de glace extrêmement dure, qu'il a de nouveau compressée avant d'y appliquer une magie explosive. Il explique dans ses pensées que, puisqu'il a d'abord renforcé les liaisons moléculaires de la glace puis l'a comprimée, il l'a effectivement transformée en une grenade. Dale observe avec assurance la fumée montante, pensant que son professeur aura du mal à esquiver cette fois. Il distingue la silhouette de son professeur dans la fumée, demande avec inquiétude, puis crie son nom avec angoisse en voyant son corps se figer puis se briser. Mais la véritable Sabia apparaît soudainement, souriant derrière la statue de glace qui lui ressemble, lui demandant s'il l'a appelée. Dale est choqué, réalisant que ce qu'il a vu se briser n'était qu'une illusion. Sabia loue son excellente compétence alors qu'une coupure apparaît sur sa joue à cause de l'attaque. Elle admet qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'un magicien du premier cercle puisse blesser un ancien des tours. Dale s'excuse rapidement, insistant sur le fait qu'il ne voulait pas la blesser. Sabia le rassure en lui disant qu'elle le sait, ajoutant qu'elle est en fait reconnaissante pour la blessure qu'il lui a infligée aujourd'hui, ce qui le laisse très confus. Sabia dit qu'elle est reconnaissante pour la blessure et demande à Dale si cela signifie qu'il lui fait assez confiance pour montrer toute sa force. Sabia s'agenouille devant lui, affirmant qu'en tant qu'enseignante, elle ne pourrait être plus heureuse. Dale lui demande si elle dit la vérité, et elle répond bien sûr, en l'appelant son excellent élève. Sabia tapote la tête de Dale, exprimant son émerveillement face à sa création d'une telle formule magique. Dale répond que tout le mérite revient à ses enseignements. Dale se tait, remarquant que son professeur est perdu dans ses pensées. Plus tard, le duc demande à Madame Sabia à propos de la coupure sur sa joue. Elle répond que c'est une blessure qu'elle a reçue à cause de son inexpérience lors d'une leçon avec le jeune seigneur. Louant l'incroyable acuité du sort, le duc exprime qu'il se sent constamment redevable envers elle. Sabia insiste que former un élève doué est un plaisir pour elle. Le duc en profite pour lui demander sans détour une autre faveur. Elle l'encourage à parler librement. Le duc dit qu'ils ont reçu des rapports signalant qu'une horde d'orques a traversé la chaîne de montagnes pour entrer sur leur terre. Bien que ce soit une incursion mineure qu'une petite unité de chevaliers pourrait gérer, il a décidé d'impliquer Dale dans cette bataille.
Elle objecte immédiatement, disant que le jeune seigneur n'est pas encore prêt. Le duc précise qu'il ne lui demande pas d'exceller sur le champ de bataille, mais que c'est le devoir de la famille Saxon d'être responsable de la sécurité du territoire. Il affirme qu'en tant que fils aîné, il ne fait pas exception et doit comprendre ce devoir. Alors que Sebia se demande avec inquiétude quoi faire, le duc l'informe qu'il va confier son artefact personnel à Dale et il lui demande de le guider afin qu'il puisse maîtriser ce pouvoir. Il est expliqué que l'artefact détient un pouvoir immense et dépensé, et peut être utilisé en sacrifiant la vie ou le mana. Plus le pouvoir est grand, plus il devient difficile et dangereux, et dans des cas extrêmes, cela peut mener à la mort. Le duc explique que la famille Saxon a manipulé et contrôlé ses pouvoirs pendant des générations. La scène se déplace à l'entrée de l'armurerie d'artefacts du château. Le duc demande à Dale, en tant que fils aîné, s'il ne devrait pas se préparer pour la bataille à venir. Dale est choqué d'entendre le mot « bataille », mais devient immédiatement excité en réalisant qu'il va enfin partir au combat. Le duc confirme qu'il rejoindra la force de subjugation pour vaincre la horde d'orques. Le duc ouvre la porte de l'armurerie, lui disant qu'avant cela, il doit apprendre à contrôler le pouvoir sombre de la famille Saxon. Dale est impressionné par l'armurerie remplie d'artefacts, et son père explique que ce sont les artefacts du domaine du seigneur démon qu'il gère. Il ajoute que ce sont des héritages obtenus lors de la reconquête du domaine du seigneur démon depuis l'époque de leurs ancêtres et qu'ils ne doivent pas être comparés à des outils ordinaires. Dale ressent le pouvoir de la magie qui émane d'eux. Le duc confirme que chacun d'eux est dangereux et le prévient de ne pas les toucher imprudemment avant d'apprendre à les contrôler. Mais alors que le duc parle, il se retourne et constate que Dale a disparu, se demandant où il est allé. Dale est déjà entré à l'intérieur, pensant qu'il lui faut un artefact qui lui convient. Soudain, une voix d'un artefact l'appelle, disant qu'elle ressent sa haine et qu'il veut se venger. D'autres artefacts se joignent, l'incitant à les choisir pour détruire leurs ennemis ensemble, tandis qu'un autre le traite de lâche et exige qu'il le porte pour les déchirer. Il réalise que ces artefacts au pouvoir sombre résonnent avec sa rancune, mais il les rejette tous, pensant qu'aucun ne le satisfait et qu'il lui faut quelque chose de bien plus puissant. Il s'arrête brusquement, remarquant une cape près de lui, et se demande depuis quand elle est là. Dale reconnaît la cape apparue à ses côtés. Réalisant que c'est la cape de l'ombre, il se rappelle aussitôt que c'était un artefact de haut niveau utilisé par le duc Bertha, le commandant de l'armée du roi démon, qu'il a combattu dans sa vie passée. La cape pouvait manifester des ombres, rendant le combat contre elle très difficile. Enthousiaste, il décide de la mettre tout de suite, mais son père crie son nom, l'avertissant à la dernière seconde. Il ignore l'avertissement, et dès qu'il le porte, sa conscience est transportée dans un espace sombre où il entend une voix crier en lui de manière répétée. « J'ai faim ». De l'extérieur, le duc observe la scène, commentant que cela a commencé. Il pense que cette ombre n'est pas ordinaire. Autrefois, ceux qui portèrent la cape invoquaient des tempêtes d'ombre, les déplaçant comme des êtres vivants. Pour maîtriser cette créature d'ombre, l'utilisateur doit la soumettre entièrement. Dale confronte la créature d'ombre manifestée dans sa conscience, réalisant que la soumettre ne sera pas facile. Dehors, le duc et le professeur Sebia regardent anxieusement la masse d'ombre massive enveloppant Dale. Sebia exprime son inquiétude car beaucoup de temps s'est écoulé et le duc la prévient que si le retard continue, il perdra la raison et sera englouti par la créature de l'ombre. Sebia est bouleversé d'entendre cela, et le duc décide qu'ils doivent intervenir et le sortir de force. Mais avant qu'ils n'agissent, les ombres se dissipent soudainement, et Dale apparaît vêtu du nouveau manteau. Son père l'appelle et il répond calmement. Sebia se précipite pour s'assurer qu'il va bien, exprimant sa profonde inquiétude. Mais Dale la rassure en lui disant qu'il va bien et que tout ce qu'il a ressenti n'était qu'un léger picotement. Le duc, stupéfait, se demande comment il peut être indemne. Il s'émerveille de la résistance du corps d'un enfant si jeune face à un artefact aussi puissant. Dale les interrompt en souriant, demandant à son père s'il peut essayer d'autres artefacts. Le duc et Sebia sont très choqués par sa demande. Le duc accepte avec hésitation, et Dale le remercie avec joie. Son exploration des artefacts dans l'armurerie continue toute la journée. Quelques jours après, sur le terrain d'entraînement du duché, Sir Helmut voit la cape que Dale porte et la reconnaît tout de suite, demandant si c'est la cape de l'ombre. Dale le confirme. Helmut commente que cet artefact est connu pour être difficile à manipuler et lui demande comment il va. Dale répond que cela ne le dérange pas, sauf pour un léger picotement. Helmut trouve cela très étrange. Dale sourit et invente une histoire en disant que la cape était probablement seule et qu'elle s'est accrochée à lui dès qu'elle l'a vue, peut-être parce qu'elle voulait être son amie. Helmut rit de l'idée, commentant sur le bon cœur du jeune seigneur qui voit quelque chose d'aussi dangereux comme une créature solitaire. Dale remercie Sir Helmut pour ses paroles alors que la créature de l'ombre apparaît à ses pieds, étant fortement réprimée sous son pied. Il lui dit qu'il a une demande, et Helmut répond qu'il est prêt à faire tout ce que le jeune seigneur demande. Dale demande un véritable duel comme entraînement au combat. Helmut accepte avec enthousiasme, promettant qu'il fera de son mieux pour ne pas décevoir le jeune seigneur. Alors qu'il se prépare pour le duel, Dale pense que choisir l'une des 7 épées du continent comme partenaire d'entraînement pourrait être trop, car sa simple présence est écrasante.
Helmut remarque sa tension et le rassure en lui disant qu'il n'utilisera que des techniques d'escrime de base sans aura. Dale pense que Helmut lui facilite la tâche et qu'un vrai chevalier doit se battre de tout son cœur. Il se prépare à attaquer et des ombres émergent de son manteau. Tandis qu'il explique dans ses pensées que le véritable but de ce combat est de s'entraîner à maîtriser le manteau d'ombre sous le prétexte d'un exercice de combat, il ajoute que la vraie valeur de cet artefact sera déterminée par sa capacité à transformer les ombres en armes puissantes. Il considère cet entraînement comme nécessaire et lance une attaque de barrage de lames d'ombre vers Helmut. Helmut reçoit l'attaque et Dale est choqué lorsqu'il réalise que Helmut a brisé les lames avec sa force physique pure sans même utiliser d'aura. Il est stupéfait par cette puissance effrayante. Helmut rit, qualifiant la performance du jeune seigneur d'excellente, puis dit que c'est son tour d'attaquer. Dale recule vite pour se préparer à se défendre, mais Helmut est surpris quand des épines d'ombre acérées jaillissent du sol pour bloquer son chemin. Helmut admire la capacité de la cape à tendre des embuscades de cette façon. Helmut abat son épée sur les défenses d'ombre de Dale, et Dale gémit sous la force du coup. Dale bloque les attaques successives de Helmut, repoussé par la force des frappes de Helmut. Helmut est stupéfait, se demandant comment il a bloqué son coup, notant que ses frappes pouvaient briser des épées ordinaires. Helmut réalise qu'un artefact de haut niveau est vraiment différent. Helmut crie avec excitation, demandant à Dale de continuer pendant 10 autres rounds, et ils continuent à s'affronter. Ce jour-là, après la fin de l'entraînement, les chevaliers ordinaires qui observaient ont commenté qu'ils ne tenaient jamais plus de 2 rounds contre le commandant Helmut, et qu'ils ressentaient un mur indescriptible entre eux et Dale. Quelques jours après, le jour du départ, la duchesse Helena restait inquiète, disant à Dale qu'elle ne pouvait pas l'envoyer dans un lieu si dangereux. Il tente de la rassurer, rappelant que son père et sœur Helmut seront avec lui. Sa mère continue d'exprimer son inquiétude à l'idée qu'il puisse se blesser. Il s'adresse à elle sérieusement, affirmant qu'il doit devenir plus fort pour pouvoir assumer la responsabilité de la famille du duc. Un jour, il regarde sa petite sœur Lise endormie et dit qu'il a besoin de gagner plus d'expérience maintenant, pour qu'un jour il puisse la protéger, ainsi que son père et sa mère. Il supplie sa mère de le laisser devenir assez fort pour la protéger. Helena est émue par ces mots et accepte, lui disant au revoir et lui demandant de prendre soin de lui. Il lui promet qu'il reviendra bientôt. À l'aube, à la base temporaire, sœur Helmut informe le duc que les troupes sont prêtes à partir. Le duc demande à Dale de donner l'ordre de marcher à sa place, et Dale est surpris. Son père explique que la cavalerie noire, la fierté de leur famille, sera la force que Dale dirigera un jour. Le duc affirme que ces hommes sont déjà ses chevaliers. Dale réalise qu'ils ne sont pas les chevaliers de son père, mais les siens, et que c'est sa première bataille. En tant que Dale, convaincu que cette fois sera différente, il annonce que le moment du départ est venu. Il lève le poing et donne son ordre aux troupes, les appelant les fières lames de la maison saxon. Les chevaliers chantent leur réponse, déclarant qu'ils suivent l'ordre du jeune seigneur. Les ordres sont donnés pour que les unités prennent position. Il est expliqué que les 250 chevaliers rejoindront l'unité de garde d'élite des Montagnes Blanches, appelée garde d'hiver. Le plan de bataille est détaillé. La horde d'orques à soumettre compte environ 1000 individus. Les orques ont traversé le cours supérieur de la rivière Saxon, fuyant le froid et la faim, et se dirigeront bientôt vers le cours inférieur. Ainsi, le plan est que les forces du duc traversent d'abord le cours inférieur pour une attaque surprise. La seule manière pour 250 hommes de passer rapidement une rivière profonde est avec une aide magique. L'enseignante Sabia s'avance et demande à tout le monde de s'éloigner, annonçant qu'elle va créer un pont de glace. Dale la remercie, appréciant qu'elle soit venue aider dans une bataille malgré son credo de paix et de non-violence. Sabia crée un immense pont de glace au-dessus de la rivière et dit aux troupes qu'elles peuvent maintenant traverser. Le duc la remercie et Sabia lui souhaite la victoire. Dale fait ses adieux à son professeur et part à cheval. Elle le regarde partir à cheval, souriant, et pense combien elle a un élève qui inquiète tant son professeur. Peu après, à la base temporaire des orques, l'unité d'archers de la garde d'hiver tend une embuscade et tire une volée de flèches enflammées sur le camp. Les flèches explosives pleuvent sur les orques, provoquant chaos et destruction. Un orque hurle de colère au milieu des flammes. Sir Helmut ordonne aux maniés 2e et 3e bataillons de chevaliers d'attaquer en formation de coin. Helmut demande à Dale son avis en chevauchant à ses côtés. Dale observe la scène, notant que les chevaux avancent à 40 km/h. Il dit que le poids combiné du chevalier et du cheval leur donne une bonne accélération. Il conclut son analyse en affirmant que la tactique de la lance couchée, longue de 3 à 4 mètres, soutenue par l'aura du chevalier, rend impossible pour même les orques de les arrêter. Les chevaliers traversent aisément les rangs orques, et Dale note que la bataille est à sens unique. Le duc hoche la tête, confirmant que c'est la force des chevaliers du duché. Helmut avertit le jeune seigneur de ne pas se détendre, affirmant que ce n'est que le début. La bataille féroce continue entre les chevaliers et les orques. Helmut explique que l'embuscade a réussi, mais que ce n'était pas suffisant pour les anéantir. Le plan est de se retirer, se regrouper, puis de les éliminer avec des attaques successives. Le signal de retraite est donné et les troupes commencent à se replier. Alors que les chevaliers battent en retraite, les orques restent confus.
Deux orques rugissent et l'un d'eux lance une lance sur un chevalier à la traîne. Le chevalier est touché au bras et la lance transperce le cou de son cheval, faisant tomber le chevalier au sol. Dale s'arrête et regarde vers le chevalier. Helmut commente froidement leur malchance dans la retraite. Le duc considère que le sort du chevalier est scellé, notant que son armée a subi une perte. Dale se demandait si cela signifiait que le chevalier était déjà mort. Le duc ajoute qu'une fière épée de la maison Saxon a été exposée à l'ennemi. Dale se retourne brusquement, se demandant pourquoi il reste là à regarder. Il voit un orque courir pour achever le chevalier blessé et réalise que s'il descend la pente à cheval, il sera trop tard. Il ferme les yeux et se concentre, décidant qu'il doit pénétrer la peau épaisse de l'orque depuis cette distance. Il pense que la peau des orques est plus résistante que celle des autres monstres, donc la formule magique actuelle nécessite une modification. Il continue de se concentrer, réalisant qu'il doit pénétrer la peau épaisse de l'orque depuis sa position. Il décide de modifier la formule actuelle de l'éclair de glace. Il envisage d'y ajouter une formule de balle capable de tir de précision antipersonnel. Il décide aussi d'ajouter une formule de sniper pour renforcer celle de la balle et accroître son efficacité. Il tend la main et lance le sort, un éclair de glace modifié avec des propriétés de sniper. Le projectile magique de glace est tiré, pénétrant instantanément la tête de l'orque qui attaquait le chevalier blessé. L'orque tombe mort et Helmut, depuis sa position, note que la précision était élevée malgré la longue distance. Dale descend immédiatement la colline à cheval. Sir Helmut l'interpelle avec surprise, se demandant où il va. Le duc Jackson l'arrête, lui ordonnant de le laisser tranquille, ce qui surprend Helmut. Le duc sourit, pensant que la création par Dale d'une formule unique à un si jeune âge et qu'elle possède une telle puissance létale signifie que le monde intérieur de Dale est peut-être déjà complet. Dale atteint le chevalier blessé et remarque que les autres orques se sont regroupés. Il réalise qu'il a deux problèmes. Le premier est le chevalier devant lui, qui a paniqué et est incapable de se relever. Le deuxième problème est que sa formule est trop longue, la rendant inefficace en combat direct. Il réalise qu'il doit la raccourcir, comme les formules mathématiques abrégées. Il pense à un nom court comme Ice 98 Magnum. Il trouve que ce nom est encore trop long et décide que Ice Bullet conviendra. À ce moment-là, un autre orque se précipite vers le chevalier paniqué. Dale lance son sort, Ice Bullet. La glace traverse la tête de l'orque. L'orque s'effondre derrière le chevalier, qui fixe Dale avec effroi, se demandant pourquoi le jeune seigneur est là pour lui. Dale se tient devant le chevalier à terre et lui dit de ne pas s'inquiéter. Il sourit et affirme que la maison Saxon n'abandonne jamais une épée loyale. Le chevalier est très ému. Les autres orques rugissent et s'approchent. Et Dale se prépare à lancer sa magie. Il utilise sa cape d'ombre, libérant des lames d'ombre pour frapper les orques. Il sourit et ordonne à ses ombres de les dévorer. Un orque lève les yeux avec terreur. Les ombres descendent sur les orques, les déchirant en morceaux. Les ombres dévorent et broient les orques, ne laissant que leur squelette. Il se tourne vers le dernier orque et lui demande en souriant pourquoi il n'a pas fui. Puis il lance le sort de balle de glace. Après avoir achevé le dernier orque, il commente que les choses vont bien maintenant. Le chevalier l'appelle, admettant que ses jambes ne bougent pas à cause de la peur. Sir Helmut arrive avec le reste des chevaliers, le trouvant en train de porter le chevalier blessé. Dale lui dit qu'il est enfin arrivé et qu'il lui laisse la suite. Helmut ordonne à tous les bataillons de chevaliers d'attaquer. En criant simultanément pour la maison Saxon, les chevaliers chargent, ajoutant un nouvel encouragement à leur bataille pour le jeune Lord Dale. Peu de temps après, à la base saxonne, le duc félicite son fils Dale, lui disant que l'opération de soumission des orques a été menée à bien. Après la fin de la bataille, le duc convoque son fils Dale, expliquant qu'il a une question concernant la récente soumission. Le duc demande sévèrement à son fils la véritable raison derrière sa charge insensée. Seul dans les lignes ennemies, Dale déglutit, se demandant pourquoi il est réprimandé. Le duc insiste pour connaître la raison. Dale rappelle à son père ce qu'il lui a dit, que les chevaliers de la maison Saxon sont la force qu'il dirigera un jour. Sur cette base, il dit qu'il a juste mené à bien une mission correspondant à ce rôle. Le duc rejette cette logique, la trouvant faible. Dale est choqué, pensant que son père est connu pour se soucier de ses chevaliers. Se demandant pourquoi il agit ainsi maintenant, Dale décide de répondre et demande à son père pourquoi lui, le duc, est resté là à regarder l'un des chevaliers du duché mourir. Le duc explique que le front nord de la maison Saxon, bordant les terres du roi démon, subit d'innombrables attaques de monstres, et les chevaliers qui y combattent ne s'attendent pas à ce que quelqu'un vienne les sauver. Dale objecte, disant qu'il voulait néanmoins sauver un chevalier qui avait montré de la loyauté envers son père. Le duc répond par une question profonde, demandant si Dale voulait dire comme toi un jour. Le duc poursuit sa leçon, expliquant que les chevaliers doivent penser et agir par eux-mêmes pour survivre sur le champ de bataille, et qu'en intervenant, Dale leur a fait croire que quelqu'un viendra toujours les sauver. Le duc se demande combien de chevaliers peuvent survivre avec une telle mentalité. Il précise son devoir, n'intervenir que lorsque les chevaliers affrontent une menace qu'ils ne peuvent gérer. C'est le devoir noble que les Saxons doivent porter. Dale se trouve incapable de répondre, réalisant qu'il avait oublié un principe par lequel il vivait lui-même, en tant que Han Seong, dans le passé. Malgré cela, alors que Dale semble déterminé, le duc sourit et pose sa main sur l'épaule de son fils.
Il lui dit que la façon dont il a transformé sa conviction en action l'a beaucoup impressionné et lui conseille de ne jamais l'oublier. Il lui dit de revenir au château. L'histoire du fils du duc se précipitant dans une horde d'orques pour sauver un chevalier se répand, devenant le sujet de commérages dans l'Empire. Les rumeurs exagèrent, certains prétendant que le jeune maître a à lui seul anéanti 1000 orques. L'histoire, décrite comme étant 9-10 vérités et 1-10 exagérations, se répand comme une traînée de poudre à travers l'Empire. Bien que Dale ait trouvé cela gênant, cet événement a insufflé un vent de changement dans le duché. Quelques jours après, quand Dale arrive au terrain d'entraînement des chevaliers, tous s'agenouillent respectueusement pour l'accueillir. Il est gêné et leur demande d'arrêter, mais Sir Helmut lui dit de se lever. Fièrement, Helmut parle aux chevaliers, déclarant qu'ils doivent devenir plus forts pour l'avenir de leur jeune maître. Les chevaliers acclament, affirmant leur loyauté. Dale remarque leur enthousiasme. Une servante, Eve, s'approche de lui. Eve l'informe qu'il est temps pour les invités de la maison Urlahart d'arriver. Il la remercie et part les accueillir. Il pense à quel point ils recevront des invités spéciaux. Il est révélé que les invités viennent de la maison guerrière Urlahart, qui était une grande famille noble du royaume de Teutonia, dirigée par le dieu de l'épée Barthel. L'introduction à la maison guerrière Urlahart continue en expliquant que lorsque l'Empire a mené sa guerre d'unification, le royaume de Teutonia est tombé et avec la mort du dieu de l'épée Barthel, la famille s'est effondrée. De retour au château, Dale observe que Sir Helmut semble absorbé dans ses pensées. Il s'approche, devinant qu'il réfléchit au dieu de l'épée, celui qui a inspiré Helmut sur le chemin de la chevalerie. Helmut admet que cela lui laisse un goût amer dans la bouche. Le duc remarque que Dale est arrivé à l'heure et qu'il a dû s'entraîner, ce que Dale confirme. À ce moment-là, un serviteur annonce l'arrivée des invités et le duc ordonne qu'on leur montre le plus grand respect. Deux dames entrent, Vanessa Erliart et sa jeune fille Charlotte. S'inclinant, le duc loue leur arrivée sans escorte. Vanessa Erlehart se présente, saluant humblement le duc de Saxe. Le duc les salue. Vanessa présente sa fille, Charlotte Erlehart. Mais Charlotte murmure, en colère, « Mère ». Dale s'interroge sur sa réaction étrange. Soudain, Charlotte crie à sa mère, lui demandant pourquoi elle s'incline devant des gens comme eux. Vanessa panique et crie le nom de sa fille. Alors que Vanessa essaie de faire taire sa fille, le duc intervient calmement, appréciant qu'ils aient dû faire un long et fatigant voyage. Le duc demande à Dale d'accompagner Lady Charlotte et de lui faire visiter le château, et il accepte. Il tend poliment la main pour montrer le chemin à Charlotte, mais elle la repousse violemment et lui crie de ne pas la toucher. Dale est choqué tandis que le duc et la duchesse, tenant leur bébé, regardent avec surprise. Charlotte ricane, les traitant de nobles impériaux impolis. Vanessa crie après sa fille et lui ordonne de s'excuser auprès du jeune seigneur. Immédiatement, Charlotte l'ignore et quitte la pièce en colère tandis que Dale l'appelle, lui demandant d'attendre. Après que Charlotte claque la porte, Vanessa s'excuse pour l'impolitesse de sa fille, expliquant qu'elle n'est pas comme ça d'habitude, mais qu'elle réagit fortement à cause de quelque chose qui s'est passé récemment. La duchesse Helena demande ce qui s'est passé. Vanessa explique que, récemment, le comte Brandenburg, chevalier sacré, a été nommé inspecteur de leur terre. Elle poursuit en disant que le comte de Brandebourg est aussi connu comme maître d'épée sacré que pour son surnom de roi cochon. Il est obsédé par l'idée d'avoir un héritier très talentueux, convoitant tout épéiste doué et s'imposant à eux. Elle ajoute qu'il fait cela même si la fille n'est pas encore majeure. Elle révèle qu'elles ont à peine réussi à s'échapper avant qu'il ne puisse mettre la main sur sa fille, mais qu'il était impossible d'effacer ses souvenirs. Elle admet qu'elle ferait tout pour protéger sa fille, mais en tant que noble déchue, elle manque de pouvoir. Elle supplie le duc d'accepter Charlotte comme servante dans la maison saxonne pour que Brandenburg ne puisse plus jamais la toucher. Pendant ce temps, Dale trouve Charlotte sur le terrain d'entraînement et se demande pourquoi elle est là, supposant que le sang des chevaliers coule dans ses veines. Il lui demande si elle sait où elle va et elle répond « non ». Elle lui demande si sa main, qu'elle a giflée, va bien. Il répond que tout va bien et lui dit de ne pas s'inquiéter. Charlotte est soulagée. Dale remarque qu'elle pleurait plus tôt, concluant qu'elle pense encore à ce qui s'est passé et que, malgré son extérieur dur, elle n'est encore qu'une enfant. Soudain, Charlotte se retourne, tire son épée et déclare qu'il doit se battre en duel avec elle. Elle ordonne à Dale de Saxon de dégainer son épée. Dale est surpris, pensant que cette fille, Charlotte, fait tout ce qu'elle veut. Charlotte exige un duel. Dale demande pourquoi. Elle dit avoir entendu des rumeurs. Charlotte explique qu'elle a entendu qu'il est incroyable, ayant vaincu 1000 orques seul et sauvé un chevalier déchu. Dale pense en lui-même que l'histoire n'est pas tout à fait comme ça et se sent embarrassée par l'exagération. Elle continue en disant qu'en le vainquant, lui qui est réputé sans égal dans l'Empire, elle montrera au monde entier qu'elle est plus forte et prouvera qu'elle peut protéger sa famille de cet homme. Dale se demande de qui elle parle. Charlotte mentionne le maître d'épée, comte de Brandenburg. Dale est surpris d'entendre ça. Il bouillonne intérieurement, se souvenant qu'il est l'autre salaud de l'Empire qui l'a poignardé dans le dos. Il est surpris d'entendre son nom dans cette situation. Il pense que puisque leur objectif est le même, elle pourrait être une bonne alliée, mais il décide d'abord qu'il doit lui donner une leçon, en réalité.
Charlotte semble confuse quand Dale s'éloigne pour prendre une arme, lui disant qu'elle est juste une enfant ignorante. Il lui dit de l'attaquer avec tout ce qu'elle a. Charlotte répond avec colère qu'elle le fera certainement. Charlotte se jette à l'attaque, sa rapière brillant d'une aura verte. Mais Dale bloque son attaque avec son épée. Le choc continue entre eux avec des frappes rapides. Dale continue de bloquer ses attaques successives avec aisance. Il analyse son style, remarquant qu'à chaque fois qu'il bloque son attaque, elle utilise un mouvement rapide du poignet pour lancer une contre-attaque. Il remarque aussi qu'elle utilise une quantité minimale d'aura. Il conclut qu'elle utilise de l'aura pour pouvoir contrôler le fleuret, qui est trop grand pour son corps. Il pense que tout comme les mages génèrent du mana à partir de cercles, les chevaliers dépassent leurs limites en rassemblant de l'aura dans leur corps. Il bloque un autre coup, pensant en lui-même que le sang parlera. Comme prévu, le sang ne ment pas, se référant à son héritage familial. Le combat féroce continue et Charlotte continue d'attaquer. Charlotte sourit avec confiance, pensant que si c'est tout le niveau qu'il a, alors elle a l'avantage. Charlotte se remémore ses souvenirs. Son père est mort avant sa naissance et sa mère lui racontait des histoires sur lui chaque nuit. Sa mère lui a dit qu'elle devait, à sa place, protéger la famille en tant que fière fille du dieu de l'épée. Elle pense à son épée qui ne s'est jamais arrêtée, même lorsque leur patrie est tombée et que leur famille s'est effondrée. Elle se demande avec colère pourquoi elle est constamment bloquée par ce garçon, Dale. Charlotte sent que quelque chose ne va pas. Elle se précipite à nouveau, mais Dale arrête sa lame avec une parade parfaite, la stupéfiant. Il fait un mouvement rapide, la désarmant alors que son arme s'envole de sa main. Son épée tombe au sol et Charlotte tombe à genoux, se demandant comment elle, la fille du dieu de l'épée, ne peut pas gagner. Il s'approche d'elle. Elle le regarde avec des larmes dans les yeux et il lui dit que la raison est qu'elle n'est pas le dieu de l'épée. Il explique que la fierté qu'elle porte en tant que fille du dieu de l'épée n'est pas mal placée. Mais il lui dit sévèrement que dans son état actuel, elle ne pourra jamais protéger sa famille de cet homme. Il lui assure que la lame du maître d'épée Brandenburg est des dizaines de fois plus forte même que celle de Dale dans son état actuel. Charlotte pleure. En entendant cette vérité, Charlotte demande, encore brisée, ce qu'elle doit faire. Dale se tient devant elle et dit que lui, Dale de Saxon, mettra en jeu le nom de la famille ducale et deviendra le protecteur de la famille Earlyhard. Charlotte est choquée d'entendre cela, mais il poursuit son offre, expliquant que jusqu'au jour où elle deviendra assez forte pour vaincre cet homme Brandenburg, lui et la maison Saxon deviendront le bouclier qui la protège. Charlotte lui demande pourquoi. Il répond que son épée, son talent, valent tout cela. Il lui demande ensuite de jurer de devenir une épée pour lui et pour la maison Saxon. Charlotte sourit légèrement, disant qu'elle ne refuserait pas une telle offre. Elle s'agenouille devant lui avec révérence, déclarant au nom de Charlotte Earlyhart son serment sur son honneur de chevalier. La narration note que, même si cela semble être une simple promesse entre enfants, la détermination qu'elle renferme mérite d'être appelée un serment. Plus tard dans la journée, dans le bureau du duc Saxon, Dale informe son père qu'à la demande de Lady Vanessa Earlyhart, Mademoiselle Charlotte est devenue demoiselle d'honneur pour la famille ducale. Le duc note que Charlotte a accepté tout de suite, ce qui était surprenant, et demande ce qui s'est passé entre eux. Dale dit qu'il a promis au nom de la maison Saxon de protéger la famille Earlyhart. Le duc demande à son fils s'il a utilisé le nom de la famille simplement parce qu'il avait pitié de sa situation, ce que Dale nie. Le duc demande ce que Dale cherche à gagner de cela. Dale explique que Charlotte est la seule descendante du dieu de l'épée et que son talent, comme on pouvait s'y attendre, est exceptionnel. Il révèle qu'il a obtenu un serment de loyauté de Mademoiselle Charlotte et que ce qu'il cherche à obtenir, c'est un dieu de l'épée pour être utilisé au bénéfice de la maison Saxon. Le duc sourit, admirant les plans de Dale. Dale, avec un sourire rusé, pense que, avec la descendante du dieu de l'épée présente, c'est un bon coup contre ce salaud de Brandenburg. La scène se déplace à Malbork, l'ancienne capitale de la Teutonie, où le comte Brandenburg crie de rage, fracassant ses meubles. Il se demande avec colère comment ils osent faire le premier pas tandis qu'un de ses subordonnés s'excuse. Il les réprimande, les traitant d'imbéciles stupides, et se demande comment ils ont échoué à attraper un seul gamin. Le subordonné explique qu'ils ont envoyé des assassins, mais il semble qu'ils aient été tués avant d'atteindre les terres saxonnes. Ils pensent que Charlotte Earlyhart les a éliminés. Brandebourg les traite d'imbéciles et va vers son épée sacrée Durandal. Il se souvient des jours passés. Il s'adresse à son épée sacrée Durandal. Il décrit l'épée comme sa belle fiancée et lui demande d'attendre un peu, jurant qu'il apportera la lignée parfaite pour lui succéder et utiliser cette épée, quel qu'en soit le prix. Il ordonne que la guilde des voleurs soit convoquée et que quelqu'un soit envoyé au duché de Saxe. Il déclare qu'il paiera n'importe quel prix, même 1000 pièces d'or, pour amener cette jeune Charlotte devant lui. Une semaine passe depuis que Charlotte a prêté son serment d'allégeance, elle s'installe dans le château du duc, remarquant la nette différence avec sa maison en Teutonie, et subit un entraînement rigoureux en tant que demoiselle d'honneur. Les entraînements quotidiens avec Dale font également partie de sa routine. Sir Helmut, qui supervise l'entraînement, leur demande s'ils sont prêts. Dale répond qu'il est prêt, et Charlotte acquiesce. Helmut sourit et annonce le début du duel. Ils commencent immédiatement à s'affronter.
Le duel d'entraînement se poursuit avec un échange de coups rapides. Le duel entre Dale et Charlotte continue, et Sir Helmut les observe, se demandant en lui-même si c'est vraiment un duel entre enfants. Il admet que leur niveau n'a pas encore atteint celui des chevaliers, mais il ressent une intention de tuer terrifiante et une vitesse émanant d'eux. Le duel s'intensifie, et Dale utilise sa cape pour distraire Charlotte. Charlotte est stressée, mais ne s'arrête pas, visant une attaque précise sur Dale. Helmut intervient soudain, stoppant l'attaque de Charlotte et attrapant aussi Dale avant qu'il ne contre-attaque. Il loue leur excellente performance et dit à Lady Charlotte qu'elle a bien fait. Elle rejette ses compliments et lui demande sérieusement ce qui lui manque. Il lui demande si elle connaît l'essence de l'utilisation d'une rapière. Elle répond à Pierce. Il nie cela, expliquant que l'essence réside dans les jambes, c'est-à-dire le jeu de jambes. Il explique que Dale a réussi à réduire la distance et à éviter sa frappe en même temps, et à ce moment-là, elle aurait dû reculer pour créer de la distance et chercher une autre opportunité. Il ajoute qu'avec un fleuret, plus le bras est plié et tendu pour appliquer de la force, plus la lame vibre, rendant la précision de l'estoc difficile. Helmut conclut qu'elle doit revoir ses bases. Charlotte se fâche en entendant ça. Helmut lui dit qu'il a vu que sa posture et son jeu de jambes étaient peu conventionnels et désordonnés. Charlotte réplique que c'est parce qu'elle n'a jamais eu de vrai professeur pour la guider. Helmut sourit et lui dit que tant qu'il est là, il devra corriger sa manière bizarre de percer. Charlotte se fâche à cause de sa description. Helmut rit, admettant qu'il la taquinait parce qu'elle est si mignonne. Dale les regarde, pensant à quelle vitesse Charlotte progressera avec Helmut, l'une des 7 épées du continent, et décide qu'il doit aussi s'efforcer pour qu'elle ne le surpasse pas. Plus tard, Dale revoit son entraînement magique. Il pense que le processus de construction d'un cercle de mana est le même. Ressentir le flux de mana autour du cœur, attendre qu'un chemin stable se forme, puis graver la forme de l'anneau magique. Le problème est que ce processus peut prendre des décennies. Dans une scène avec son professeur Sabia, elle est surprise lorsque Dale lui dit qu'il a déjà complété le 2e cercle. Il explique dans ses pensées que la vitesse de rotation du mana dans ce monde est mesurée en RPM. Habituellement, les mages du 1er cercle ont une vitesse de 300 RPM. Il révèle que sa vitesse actuelle est de 2000 RPM pour le 1er cercle et d'environ 400 RPM pour le 2e cercle. Étant donné que le minimum pour élargir le cercle est de 300 Taomin, cela signifie qu'il a déjà satisfait aux exigences pour former le 3e cercle. Il décide que, puisqu'il a atteint le 2e cercle, il devrait tenter une expérience. Il décide d'améliorer son sort balle de glace. Il pense qu'en renforçant les liaisons moléculaires, il peut augmenter poids et dureté et utilisera un canon de gros calibre pour améliorer force de rotation et vitesse. Il lance le sort amélioré balle de glace perforante. Il regarde le résultat, se demandant comment il a été si facile de tirer une balle perforante, et réalise qu'ajouter juste un cercle a fait une grande différence. Son professeur Sabia le félicite, disant qu'il apprend vite. Dale la remercie et lui en donne le mérite. Sabia pense aux récents événements, de son sauvetage du chevalier des griffes des orques à son histoire avec Lady Charlotte. Elle conclut qu'il est un enfant qui sait bien utiliser son pouvoir. Elle admet que même si le talent de cet enfant est effrayant, il lui donne une raison de lui faire confiance et qu'il est vraiment un élève dont elle peut être fière. Sabia étreint Dale et il pense que son contact physique est trop spontané et que la situation est gênante. À l'aube dans la cour du château, Dale réfléchissait encore à la situation, se demandant si elle le voit simplement comme un enfant. Mais il chasse rapidement cette pensée, réalisant que ce n'est pas le moment pour de telles idées. Un matin à l'aube, Dale décide de se concentrer sur son entraînement dans la cour du château, en commençant par créer un mur de glace. Il teste ensuite un nouveau sort. Il crée une balle de glace de calibre 12 qui brise le mur de glace. Puis des éclats de glace ricochent partout. Il utilise un bouclier magique pour bloquer les tirs qui rebondissent. Il sourit, satisfait de l'expérience, envisageant d'essayer des balles slug la prochaine fois, mais une voix l'interrompt. Charlotte est aussi venue s'entraîner. Dale lui demande si elle s'exerce, et Charlotte confirme qu'elle répétait les mouvements que Sir Helmut lui a montrés. Dale remarque qu'elle semble aimer apprendre l'épée. Charlotte répond, hésitante et embarrassée. Charlotte s'excuse soudain auprès de Dale pour son comportement égoïste lors de leur première rencontre, regrettant d'avoir été impolie envers lui. Il plaisante en disant que c'était plus qu'impoli. Mais il sourit, lui dit qu'il fera une exception spéciale et lui pardonne, et lui demande d'être moins formelle. Charlotte s'éclaire et accepte. Charlotte dit à Dale qu'elle aime le temps froid de la région parce qu'il la rafraîchit rapidement, même si elle s'entraîne tard. Il sourit, pensant à quel point il est heureux d'avoir quelqu'un d'autre qui partage la même pensée. Pendant ce temps, le duc et la duchesse Helena regardent la scène depuis une fenêtre du château. La duchesse dit que leur fils a grandi. Le duc lui demande si elle pense qu'ils font un bon couple. La duchesse répond qu'ils le sauront avec le temps. La duchesse pense qu'elle doit aider son fils à être fidèle à ses sentiments. Mais plus tard, en périphérie du duché, la duchesse Helena supervise des travaux de secours dans les bidonvilles. Il pense que sa mère distribue chaque semaine nourriture et produits essentiels. Il dit que lui et Charlotte l'ont rejointe cette année. Charlotte arrête un enfant qui semble bouleversé. L'enfant demande de l'aide, disant que sa mère est en danger.
Il attrape le bras de Charlotte, suppliant. Dale et Charlotte suivent l'enfant. Dale trouve cela suspect. Il remarque qu'il s'éloigne des chevaliers et se dirige vers une ruelle complexe. Le fait que l'enfant demande de l'aide à Charlotte plutôt qu'aux adultes semble étrange dès le début. Dale voit quelqu'un observer depuis un toit et comprend que l'enfant est de la guilde des voleurs. Il est sûr que Charlotte est visée, mais se demande pourquoi le piège est si évident. L'enfant s'arrête, leur dit qu'il va chercher sa mère, puis s'enfuit en courant. À ce moment-là, des hommes masqués entourent Dale et Charlotte. L'un d'eux se moque de la présence de nobles dans un endroit aussi dangereux. L'un des hommes précise que leur affaire concerne la petite servante Charlotte et conseille au jeune seigneur Dale de rester à l'écart. Un autre homme sourit en agitant un poignard, l'avertissant qu'il pourrait se blesser s'il agit imprudemment. Dale se tient devant les voleurs, annonçant qu'il est Dale von Saxon et qu'il a juré de protéger la jeune dame de la maison Urlahart contre des voyous comme eux. Le chef des voleurs aux cheveux verts se moque de la chevalerie du jeune noble. Il ajoute qu'il aurait été préférable que Dale prenne en compte le moment et l'endroit. Il commente qu'il semble que Dale doit apprendre un peu sur la cruauté du monde. Charlotte murmure, inquiète, à Dale qu'elle a oublié son épée. Il la rassure et lui dit de ne pas avoir peur. Il pense en lui-même que c'est l'occasion parfaite pour tester la nouvelle compétence de son manteau d'ombre. Sous prétexte de légitime défense, les voleurs attaquèrent Dale et Charlotte de tous côtés, cherchant à en finir vite. Un voleur remarque un vent étrange alors que les ombres de Dale les entourent. Le chef crie avec colère à ses hommes de s'écarter. Dale remarque l'esprit vif du chef, supposant qu'il est un voleur de haut rang, puis lance son attaque. Il utilise une compétence qu'il a acquise au deuxième cercle, implantant une créature d'ombre en tant que parasite dans un voleur. Le voleur hurle de douleur tandis que la créature d'ombre le pénètre. Le chef se demande avec terreur ce que Dale est en train de créer. Le voleur infecté se transforme en un soldat mort-vivant grotesque, criant « J'ai faim ». Le chef ordonne à ses hommes paniqués de tuer cette chose. Il hésite, réalisant qu'ils sont coincés et qu'une seule erreur pourrait leur coûter la vie. Il se jette à l'attaque. Il se vante que dans cette ruelle, même si deux oracles se rassemblaient, il ne pourrait pas stopper ses crocs, ses poignards brillants. Dale bloque facilement son attaque en utilisant ses ombres et prépare une contre-attaque. Le chef des voleurs maudit la situation. Dale déclenche une nouvelle cartouche de chevrotine calibre 12 à double canon. Plusieurs tirs magiques jaillissent de sa main, touchant directement le chef. Le chef est projeté en arrière par la force du coup. Tandis que Charlotte regarde la scène sous le choc, Dale se tient au milieu de l'allée alors que le soldat d'ombre mort-vivant continue d'attaquer un autre voleur. Il remarque que le chef n'est pas mort d'un seul coup et suppose que c'est à cause de son corps recouvert d'aura. Le chef blessé se relève, criant qu'il n'en a pas fini et charge en hurlant « Meurs ». Dale libère ses ombres qui coupent le chef en deux. Avant même qu'il ne s'approche. Le soldat mort-vivant crie qu'il a tellement faim. Il déchiquette le corps d'un autre voleur. Après la bataille, Dale se dirige vers Charlotte, qui est assise par terre, et lui demande si elle a été blessée. Elle répond que non. Dale prend la main de Charlotte tandis qu'un voleur blessé gémit au sol. Le voleur essaie de fuir, alors Dale lui tire dans le pied avec une balle de glace. Le dernier voleur le supplie de l'aider. Dale rappelle la créature de l'ombre à lui. Le voleur propose de lui dire tout ce qu'il sait en échange de sa vie. Dale lui demande s'il veut dire tout ce qu'il sait. Le voleur confirme désespérément. Dale prépare un sort en lui disant froidement qu'il n'est pas particulièrement intéressé. Il déclenche une explosion magique qui achève le dernier voleur. Tandis que Charlotte reste choquée, il lui dit que c'est le véritable visage du duché de Saxon que les gens craignent, mais c'est aussi le pouvoir qui la protégera. Il lui demande si elle a peur. Après avoir vu cela, elle admet qu'elle a un peu peur, mais ajoute vite que ce n'est pas grave car il l'a fait pour la protéger. Elle répète le vœu qu'elle a fait ce jour-là. Si sa famille devient le bouclier qui protège sa famille, elle le remboursera à l'avenir en devenant une épée à son service. Elle le remercie avec enthousiasme de lui avoir montré un avenir et dit qu'elle deviendra plus forte. Il l'observe, pensant que son acceptation de Charlotte était en partie due à la culpabilité qu'il ressent envers Sir Battle, qu'il a tué dans sa vie antérieure. Ainsi, son offre de devenir son épée avait une signification bien plus grande qu'il ne l'avait pensé. Pendant ce temps, au château du comte de Brandenburg, le comte maudissait la situation en lisant une lettre. La lettre était une invitation au château de Saxon, une convocation du duc noir, duc de Saxon, pour le tenir responsable de la tentative d'enlèvement. Brandenburg réalise que même en tant qu'épée sainte de l'Empire, il n'avait pas d'autre choix que de se conformer. Quelques jours plus tard, le comte de Brandenburg arrive au château de Saxe. Le duc, assis sur son trône avec Dale à ses côtés, le salue en commentant son voyage difficile. Il ajoute qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il arrive si rapidement et s'excuse pour l'accueil quelque peu insuffisant. Brandenburg répond sarcastiquement qu'il n'y a rien de plus urgent qu'une convocation du duc. Il pense avec colère à lui-même, qualifiant Dale et Charlotte de petits rusés. Le duc poursuit, remarquant une grande inquiétude dans l'Empire à propos de la récente tentative d'enlèvement en plein jour sur ses terres. Il ajoute qu'il devine pourquoi il a été convoqué.
Il se demande avec mépris comment lui, l'épée loyale de l'empereur, pourrait être impliqué dans une affaire aussi indécente. Alors qu'il parle, une aura sombre et dense commence à émaner du duc et à se répandre dans la salle. Brandenburg est surpris. Un de ses partisans demande « Pourquoi ce vent ?» Alors que les ombres les entourent, les chevaliers du comte de Brandenburg sont terrifiés. Alors que les ombres les engloutissent peu à peu, les chevaliers appellent le comte à l'aide. Brandenburg comprend que son ordre des chevaliers de la Sainte Magdalena a été vaincu sans résistance, reconnaissant la puissante magie noire. Le duc saxon lance un puissant sort de magie noire, la tempête de Ryle. Il s'adresse au comte Brandenburg, l'épée de sainteté, et lui ordonne de s'agenouiller et de ne pas bouger. Brandenburg proteste avec colère, demandant ce que fait le duc. Le duc répond calmement, demandant s'il ne l'a pas entendu. Il le prévient ensuite qu'il n'y aura pas de prochaine fois. Brandenburg maudit la situation en silence alors qu'il est contraint de s'agenouiller par crainte de l'aura magique du duc. Il pense que même si le duc noir a une raison pour ce qu'il fait, il ne s'attendait jamais à atteindre un tel niveau d'humiliation. Le duc, assis sur son trône, lui rappelle qu'il l'a convoqué dans un but de paix. Il lance ensuite une menace directe, jurant de massacrer chaque membre de la famille Brandenburg. Si le comte tente à nouveau de nuire aux enfants de Saxe, il exprime son sincère espoir que le comte prendra cet avertissement au sérieux. Il change soudainement de ton, invitant le comte épuisé à se réchauffer. Comme un geste sarcastique, le furieux Brandenburg répond qu'il est reconnaissant pour la générosité du duc, mais s'excuse qu'en raison des circonstances, il lui est difficile de rester plus longtemps. Le duc le congédie, lui souhaitant un bon voyage de retour. Dale, qui était présent, observe la situation, pensant que Brandenburg est l'un des partisans les plus fidèles de l'empereur. Et ce que son père vient de faire à cet homme, qui est proche de la faction de l'empereur, deviendra la mèche qui ébranlera tout l'empire. Dale réalise que cela commencera par une petite étincelle, mais il ne faudra pas longtemps pour que cela se transforme en flamme. Et il pense que leur rôle sera de trancher la tête de l'épée de sainteté. Au moment où la nouvelle de l'épée de sainteté s'agenouillant devant le duc noir s'était répandue, le duc était dans son bureau. Le duc et maître Sabia se tiennent debout. Sabia est horrifiée. Le duc dit que les cadavres devant elle sont ceux de la guilde des voleurs qui ont attaqué Dale. Il confirme que Dale est effectivement responsable de toute cette situation. Elle observe un cadavre affreux qui a vomi ses entrailles, un autre écrasé et criblé de multiples trous. Pour la première fois, elle se demande si ses leçons à Dale étaient fausses. Il dit que, comme elle le voit, pour bien guider le talent de Dale, ils ont besoin de sa sagesse. Par conséquent, il lui offre le poste de conseillère en chef. La choquée Sabia réalise que cela signifie qu'on lui demande de devenir membre de la famille Saxon, et pas seulement une enseignante. Il explique que Dale dépend beaucoup d'elle et que le guider dépasse ses seules capacités. Il affirme que les choses seront différentes si elle accepte de les aider. Elle accepte, disant qu'elle comprend. La prof Sabia dit qu'elle sait que sa tâche de comprendre comment cet enfant, Dale, voit ce monde est maintenant plus cruciale que jamais. Le temps passe, et le 10e anniversaire de Dale arrive dans une salle de banquet somptueuse. Cette année, sa fête se distingue par la présence de membres de la faction de l'empereur. Parmi les invités, une figure éminente se distingue. Le marquis Ulysse est accueilli et s'avance pour saluer le jeune seigneur Dale, exprimant sa joie de le rencontrer. Pendant ce temps, les invités à la fête exprimaient leur admiration pour la qualité des mets, louant la générosité du duc saxon. Ils commentaient que ce luxe était incroyable pour être au cœur du Nord, et que leurs préoccupations antérieures concernant le duché, étant trop éloignées de l'Empire, étaient mal fondées. Dale observe la situation, pensant que ce sont les nobles centraux de la capitale impériale, le noyau de la faction de l'empereur, et le plus grand pouvoir sous son nom. Il réalise que la raison de leur venue à cette fête est parfaitement claire. C'est un avertissement implicite. C'est un message de la famille impériale indiquant qu'elle ne restera pas les bras croisés face à l'humiliation infligée à l'épée de sainteté, le comte de Brandenburg. Et maintenant, devant lui se tient le messager qui comprend parfaitement ce message, le marquis Ulysse. Le marquis observe Dale, disant « Donc, c'est le jeune seigneur Dale ». Le marquis Ulysse se présente à Dale, s'identifiant par son titre, le seigneur cramoisi. Dale réfléchit à l'identité du marquis. Il est le chef de la tour de magie rouge, la tour qui poursuit le feu, la fureur et l'ordre par le pouvoir. Les mages de cette tour suivent l'esprit du « la force fait le droit » qui prévaut dans l'Empire, et ils n'ont pas hésité à devenir des outils pour réaliser les ambitions de l'Empire. Il se souvient de sa vie passée où il a subi toutes sortes de modifications magiques forcées de la part des mages de la Tour Rouge. Le marquis Ulysse s'adresse à Dale, disant qu'il a entendu parler du génie miraculeux de la famille ducale qui possède un talent magique inégalé dans l'Empire. Il continue en mentionnant les rumeurs selon lesquelles Dale, à seulement 9 ans, a anéanti une horde d'orques pour protéger un des chevaliers de la famille. Il conclut en disant que Dale est vraiment le fils du duc. Dale sourit un peu. Il le remercie poliment et lui souhaite de bien profiter. Il s'éloigne en pensant combien c'est fatigant de recevoir des félicitations d'anniversaire ainsi chaque année. Il pense qu'il préférerait s'entraîner avec Charlotte, mais son statut officiel de demoiselle de compagnie aidant sa mère l'en empêche. Plus important encore, il réalise à quel point il serait dangereux que Charlotte, la fille du dieu de l'épée,
soit vu en train de pratiquer l'escrime. Soudain, il entend un cri et la voix d'un homme ordonnant à une fichue servante de rester immobile. Il se demande d'où vient le cri. Dale suit le son pour trouver un homme attaquant une servante qui est au sol, le suppliant de la laisser tranquille, lui rappelant qu'elle sert la maison saxonne. L'homme corpulent, un invité de la fête, lui crie dessus, se demandant comment une simple servante ose dire le nom de famille du duc. Il continue en disant que c'est l'anniversaire du jeune seigneur et que tout le monde s'amuse. Il ajoute qu'au lieu de perdre du temps avec ses bêtises, à la fête, il vaut mieux s'amuser avec une fille. Il menace la servante Eve, disant qu'il la tuera si elle continue de résister. Alors que l'homme ordonne à la servante de se soumettre, Dale intervient. Il demande froidement « Que pensez-vous faire ?» L'homme est choqué de voir le jeune seigneur Dale et se trouble, se demandant ce que Dale fait ici, essayant de se tirer d'affaire. L'homme corpulent nommé Pietro essaie de se dérober à la situation, demandant grossièrement à Dale s'il a déjà profité d'une femme, étant donné qu'il est encore jeune. Il propose de lui apprendre personnellement, tout en tenant la servante tremblante Eve et la menaçant avec un couteau. Dale ignore sa provocation et rassure Eve de ne pas s'inquiéter. Il lui dit qu'il la sauvera bientôt. Il pense en lui-même que puisque ce monde est une société de classe, Pietro n'imaginerait jamais que lui, un noble, l'attaquerait, lui, un invité impérial. Il exploite cette hésitation et lance un sort de glace touchant Pietro. Pietro tombe au sol tandis que Dale pense qu'il n'a aucune intention de reculer imprudemment. Mais il réalise aussi qu'attaquer l'homme de l'empereur n'est pas une bonne option. Pietro se relève furieux, lui demandant la signification de cela. Dale lui ordonne froidement de s'agenouiller. Il crie sur Pietro, choqué, en répétant son ordre de s'agenouiller et de s'excuser auprès de Madame Eve. Il précise que Madame Eve fait partie de la maison saxon. Pietro proteste, lui rappelant qu'il est ici au nom de Sa Majesté l'Empereur et que l'insulter pour protéger une simple servante équivaut à... Dale l'interrompt avec une question sarcastique. Sa Majesté l'Empereur a-t-elle pour passe-temps de violer les servantes des autres? Pietro est choqué et l'accuse d'oser dire une telle chose. À ce moment-là, le duc Jackson, le marquis Ulysse et le reste des invités arrivent. Le marquis Ulysse commente avec un sourire que c'est un spectacle intéressant. Le duc demande à son fils Dale la cause de cette agitation. Dale explique que cet homme, Pietro, essayait d'agresser une servante de la maison saxonne. L'un des nobles demande avec sarcasme à Dale s'il traite Sir Pietro avec un tel mépris pour une raison aussi insignifiante. Pietro profite de l'occasion pour se plaindre au duc du jeune seigneur immature. Dale l'interrompt sévèrement, demandant « Qui vous a permis de vous lever ?» Il s'adresse aux invités, expliquant que les nobles de la capitale impériale ont le devoir de représenter l'empereur. Cependant, cet homme, Pietro, a tenté de ternir la réputation de l'empereur en agressant une simple servante. Pour cette raison, il ne pouvait tolérer le comportement honteux de Sir Pietro. Le marquis Ulysse rit, commentant que l'esprit du jeune seigneur est un chef-d'œuvre et confirme que ses paroles sont absolument correctes. Il ajoute « Comment quelqu'un représentant Sa Majesté ose-t-il essayer d'agresser une simple servante ?» Il appelle son serviteur Tulara et lui ordonne de tuer cet insecte, Pietro. Pietro est choqué et crie à l'aide. Ulysse lance une attaque de feu. Pietro hurle de douleur alors qu'il brûle. Ulysse déclare que les paroles du jeune seigneur sont absolument correctes et qu'il est de son devoir de brûler les insectes qui tentent d'insulter la famille impériale et l'Empire. Le marquis Ulysse conclut la scène, exprimant ses grands espoirs pour l'avenir du jeune Lord Dale. Après que le tumulte se soit calmé, les hommes de l'empereur sont partis et la paix est revenue au château du duc saxon. Par la suite, un matin, la servante Eve réveille le jeune Lord Dale. Il la remercie et remarque son hésitation, lui demandant s'il y a quelque chose qu'elle souhaite dire. Eve le remercie avec hésitation, disant combien elle est fière de le servir. Il se demande pourquoi elle a hésité pour dire cela. Il pense que même s'il est dans ce monde depuis longtemps, il n'est pas encore habitué à ce respect. Mais il doit s'y habituer. Il remercie Eve à nouveau. Il pense qu'en tant que fils aîné de la maison saxon, il comprend le poids de ce nom et utilisera tout ce qu'il a pour renverser l'Empire. Plus tard, le duc convoque son fils Dale dans son bureau. Le duc lui dit qu'il pense qu'il est un enfant brillant, mais que ses actions récentes ont été étranges. Il lui demande pourquoi. Dale le surprend en demandant s'il savait que si le héros d'un autre monde n'était pas mort en combattant le dieu de l'épée, Seigneur Bataille, la prochaine cible de l'épée du héros aurait été le duché de Saxon. Le duc est surpris d'entendre cela. Il dit que c'est une déclaration audacieuse et demande pourquoi il en est si certain. Dale hésite, pensant en lui-même que la raison est qu'il a entendu dans sa vie antérieure que l'Empire complotait contre la maison saxon. Il change rapidement sa réponse dans ses pensées, expliquant à son père en réalité que l'Empire a choisi de se débarrasser du pouvoir du héros parce qu'il craignait que ce chien de chasse ne devienne incontrôlable. Il ajoute que dans le passé, malgré le fait que le héros ait vaincu le roi démon, l'Empire n'a pas complètement éradiqué les ténèbres dans les terres du roi démon. Au lieu de cela, il a émis un ordre ridicule pour que les Saxons récupèrent ces terres et les transforment en territoire impérial, les obligeant à épuiser leurs ressources et accordant même ces terres au duc en tant que fief. Dale conclut que tant que l'obscurité dans cette terre n'aura pas été complètement éradiquée, leur épuisement ne cessera jamais.
De plus, les habitants de l'Empire ainsi que ceux au-delà du Nord les désignent du doigt, les qualifiant de clan des ténèbres. Pour cette raison, de la même manière que l'Empire s'est débarrassé du héros, il tentera d'éliminer la menace interne, les Saxons, qui les menacent. Le duc demande à son fils avec étonnement comment il a découvert que le héros avait été écarté. Dale répond que ce n'est qu'une supposition de sa part, basée sur ses lectures dans les archives, car l'ensemble de l'histoire ne semble pas logique. Le récit officiel affirme que le héros est mort d'une mort honorable, après un combat acharné avec le seigneur de la bataille, dieu de l'épée. Dale pense en lui-même que son père doit être choqué qu'il ait découvert la vérité, que seuls quelques rares connaissent simplement en lisant des livres. Dale poursuit son analyse, disant que si son hypothèse est correcte, alors la justice de l'Empire n'est rien d'autre que la justice d'un tyran qui utilise la violence pour dépouiller les nations faibles. Le duc regarde son fils, pensant que cet enfant possède la sagesse des âges. Il lui demande son avis. Quel chemin la maison Saxon devrait-elle prendre? Dale répond avec audace que la maison Saxon ne pourra jamais coexister avec l'Empire et qu'ils doivent donc détruire l'Empire. Le duc est profondément choqué par cette déclaration. Il l'appelle par son nom et lui demande sérieusement s'il comprend ce qu'il dit. Dale précise qu'il ne propose pas de commencer une rébellion maintenant. Il parle de 10 ans à partir de maintenant. Le duc s'interroge. 10 ans? Dale poursuit son explication à son père, précisant qu'à l'heure actuelle, il y a encore des forces de résistance à travers le continent qui désirent l'indépendance. Il y a aussi des seigneurs comme le duc saxon lui-même, qui craignent que l'Empire ne tourne son épée contre eux. Il ajoute que l'économie se contracte, que le nombre de bandits augmente de jour en jour et que les cicatrices de la guerre s'aggravent. Bien que l'unification du continent soit entièrement humaine, il suggère que jusqu'à ce que le bon moment arrive, dans 10 ans, ils doivent renforcer leur puissance pour protéger leur foyer de l'Empire. Il suggère d'y parvenir en aidant les forces de résistance actives dans diverses régions. Dale continue d'expliquer son plan entier pour renverser l'Empire. Il continue d'expliquer jusqu'à ce que le soleil commence à se coucher, puis demande l'avis de son père. Le duc rit, exprimant que la profondeur du talent de son fils est incommensurable. Il admet que Dale peut voir une scène bien plus lointaine qu'il ne peut percevoir. Il exprime sa fierté immense d'avoir Dale comme fils. Il lui dit qu'à partir de maintenant, il ne le traitera plus simplement comme son fils aîné ou comme un enfant de 10 ans, mais avec le respect dû au futur chef qui dirigera la maison saxonne. Dale est ému d'entendre cela. Le duc affirme que, de chef à chef, il écoutera ses paroles et les respectera. Dale réalise que c'est le moment qu'il attendait. C'est le droit de déplacer le pouvoir de la maison saxon de ses propres mains. Le duc demande à son fils de parler sans hésitation de la décision qu'il prendra à cet instant précis pour leur famille. Dale sourit et rappelle à son père qu'il lui a promis de le traiter comme un chef égal. Sur cette base, il demande la permission de participer à l'épreuve de la tour à Nécropole. Le duc est choqué d'entendre cette demande. La narration explique que l'épreuve de la tour est un type de jeu de classement pour déterminer la hiérarchie parmi les mages qui affrontent les gardiens de la tour magique. Ceux qui battent les gardiens de haut niveau obtiennent le droit de devenir ancien de la tour et la personne qui se tient au sommet de la tour reçoit le titre de maître de la tour. Le duc commente la demande de son fils, rappelant que l'épreuve de la tour est un endroit dangereux où il pourrait facilement perdre la vie. Il ajoute qu'il est trop tôt pour Dale, qui n'a même pas atteint le 3e cercle, de tenter cette épreuve. Mais Dale répond avec confiance qu'il atteindra bientôt le 3e cercle. Le duc souligne que l'atteinte du 3e cercle ne se produit généralement pas avant le milieu de la vingtaine. Et même pour Dale, qui a déjà maîtrisé le second, c'est encore difficile. Dale insiste, expliquant que c'est une décision pour lui, pour lui-même, pour son père et pour la maison Saxon. Lorsque son père lui demande ce qu'il veut dire, il explique que s'il fait ses preuves lors de l'épreuve, le statut de son père, le duc, sera encore renforcé grâce à un héritier comme lui. Il gagnera également une réputation digne de confiance au lieu d'être simplement le sujet des commérages des passionnés. Le duc lui demande si c'est la raison pour laquelle il veut passer l'épreuve. Dale le confirme. Le duc sourit, lui disant qu'il comprend et qu'il lui laissera le jugement. Dale se réjouit et promet à son père qu'il le lui prouvera. Quelques jours plus tard, le duc et Dale arrivent dans la cité des morts, Nécropole. La porte massive s'ouvre et le duc noir est reçu avec tout le respect par ceux présents. Dale bâille, pensant qu'il a peut-être exagéré cette fois-ci, se référant à son épuisement. Les gens de la nécropole remarquent l'arrivée du duc saxon et de Lord Dale. On se demande si les rumeurs sont vraies selon lesquelles Dale est un génie magique comme l'Empire n'en a jamais vu, tandis qu'un autre commente que Dale a l'air misérable et lui dit de ne pas douter de ses paroles. Les murmures persistent dans la foule. L'un d'eux remarque sarcastiquement avoir entendu que l'escrime de Dale rivalise avec celle des chevaliers du duc, qualifiant cela de pathétique. Félix, le major de l'académie, affirme avec assurance qu'il est celui qui devrait vraiment gagner ce test, pas le jeune du duché, Dale, qui paraît si faible. Dale et son père arrivent à la tour. Une femme nommée Iris les salue, rendant hommage au maître de la tour, le duc. Le duc salue Iris, qui à son tour offre sa loyauté au seigneur Dale. Il est révélé qu'Iris est une ancienne de la tour et la secrétaire générale qui supervise les affaires de la tour en l'absence du duc noir. Le duc dit à son fils qu'Iris l'assistera pendant le test, et il accepte.
Il lui dit qu'il sera sous sa responsabilité. Elle répond bien sûr et lui demande de la suivre. Iris conduit Dale dans une immense salle, expliquant que 59 diplômés de l'académie passeront le test avec lui. Dale regarde la salle pleine de concurrents. Iris accueille tout le monde et se présente comme la secrétaire générale. Elle explique le test du premier étage de la tour de la magie noire, demandant à chacun de vérifier les pendentifs de points de vie autour de leur cou. Elle explique que le test est une bataille royale pour voler des points de vie. Chaque pendentif contient une magie de bouclier pour la protection et un point de vie. Si un concurrent porte un coup valide à un adversaire en utilisant les cadavres dispersés dans la zone, le pendentif de l'adversaire sera détruit, le bouclier s'activera et il sera éliminé. L'attaquant qui réussit gagne un point de plus, et quiconque collecte 3 points passe à l'étage suivant. Enfin, utiliser des artefacts est interdit et considéré comme de la triche, entraînant une disqualification immédiate. Dale se dit que ces règles visent à éliminer vite les débutants. Les concurrents murmurent sur Dale, le traitant de monstre. Ils se demandent comment il a pu atteindre le 3e cercle si jeune. Félix suggère qu'il s'associe pour abattre ce monstre. D'abord, quelqu'un se demande s'il est prudent d'attaquer le jeune seigneur. Félix rejette cette préoccupation, affirmant qu'ils sont tous des concurrents sur un pied d'égalité. Une fois que le test a débuté, Dale l'entend, loue leur confiance et les défie mentalement pour voir s'ils ne font que parler. Iris annonce le début du test. Les concurrents commencent immédiatement à relever les cadavres en tant que soldats morts-vivants. Félix remarque que Dale n'a pas bougé, alors il envoie son soldat mort-vivant directement vers lui, brandissant son épée vers le bas. Félix est choqué de voir le soldat mort-vivant de Dale bloquer l'attaque. L'attaquant est stupéfait. Voyant que Dale utilise la magie de l'eau, son soldat se fige. Il se demande s'il possède une double affinité, la capacité d'utiliser 2 types de magie. Alors que son soldat attaque son soldat mort-vivant, le concurrent crie de colère alors que son soldat mort-vivant se brise contre son soldat. Un autre soldat mort-vivant attaque le soldat de Dale, mais l'attaque est bloquée. Dale explique calmement que l'attaque est inutile car il a protégé son soldat avec un bouclier de glace. Félix crie avec colère, l'accusant de tricher et de violer les règles en utilisant la magie de l'eau. Félix dit que les règles interdisent toute magie autre que la magie noire pour invoquer et renforcer les morts-vivants. Dale demande calmement « Est-ce vrai ?» Il interroge Iris, l'observatrice, sur l'existence d'une règle disant que seule la magie noire peut améliorer les morts-vivants. Iris reste silencieuse. Dale en conclut que puisque le test n'a pas été arrêté, il a raison. Félix jure de frustration. Félix, le major de promotion, crie à ses collègues, leur ordonnant de bloquer le soldat mort-vivant amélioré par la glace de Dale. Pendant qu'il cible directement Dale, il affirme qu'il n'est qu'un seul adversaire et qu'ils peuvent le submerger par leur nombre. Dale pense en lui-même que l'utilisation d'artefacts est également interdite. Dans ce cas, il décide de se battre lui-même et se précipite vers les morts-vivants attaquants. Il esquive gracieusement leurs attaques et s'empare d'une épée d'un des soldats morts-vivants. Puis il le frappe d'un coup de poing renforcé par magie noire. Ensuite, il abat un autre mort-vivant facilement. Un concurrent est choqué, se demandant comment son soldat mort-vivant a pu être abattu si aisément. Félix pense que l'épée de Dale n'est pas une iris ordinaire. L'observateur note que Dale a reconfiguré les os pour augmenter la durabilité de l'épée. Dale continue de se battre et un autre soldat mort-vivant l'attaque. Il saute dans les airs et abat son épée sur le soldat mort-vivant, laissant Félix sous le choc. Ayant perdu tous ses soldats, Félix se demande avec terreur s'il est logique qu'un mage soit aussi habile avec une épée. Dale s'approche de Félix brisé, qui le supplie de faire preuve de clémence. Dale se moque, disant qu'il ne mourra pas vraiment grâce au pendentif protecteur. Il pointe son épée vers la tête de Félix. Félix est vaincu, son pendentif détruit, le traitant de monstre. Iris se lève pour annoncer les résultats. Elle déclare que Lord Dale est le seul survivant qui a réussi l'épreuve avec 60 points de vie, les points de tous les concurrents. Dale pense en lui-même que cet endroit sera son premier pas et que tout le monde devrait le regarder attentivement. La scène se déplace vers le 2e étage de l'épreuve de la tour, un test nécessitant la défaite du gardien, un golem de chair. Il explique dans ses pensées que d'habitude, les survivants du premier étage s'associent pour vaincre ce gardien, mais il les a tous éliminés, donc il est seul. Contrairement au premier étage, tous les types de magie sont permis ici. Bien que l'interdiction des artefacts soit toujours en place, il trouve cela suffisant. Il considère cela comme une opportunité de former le 3e cercle et de tester son véritable potentiel. Le golem attaque Dale, mais il esquive l'attaque et riposte, blessant le bras du golem. Le golem est choqué. Il sourit et commence à lancer un nouveau sort, Iris de décadence accélérée. L'observateur note que la magie que le jeune seigneur est en train de lancer n'est pas un sort ordinaire. Le corps du golem se corrode sous l'effet de la magie, et Iris se demande pourquoi Dale a choisi de corrompre la cible au lieu de la démembrer. Dale réfléchit à la magie de décomposition accélérée qu'il a lancée sur le golem, pensant que dans sa vie passée, la guerre biochimique était une stratégie clé aux côtés des armes à feu lorsqu'il affrontait des monstres. Il se demande, en essuyant le sang de son visage, si les observateurs, comme Iris, réalisent que les horreurs de la guerre biochimique s'expriment désormais à travers la magie noire.
Ce jour-là, Dale a terminé l'épreuve, établissant un record en atteignant le 10e étage, et a bénéficié de 4 jours de repos avant le début du 11e étage. Entre-temps, pour se remettre du massacre sans précédent qui a eu lieu au premier étage causé par Dale, une rare nouvelle épreuve a été accordée aux 59 autres concurrents cette nuit-là. Après l'épreuve, Daniel Dale est seul près d'une fontaine. Le professeur Sabia l'appelle, le félicitant pour sa performance exceptionnelle. Il la remercie, attribuant son succès à ce qu'elle lui a enseigné. Puis il la surprend en lui demandant si elle aimerait sortir avec lui. Il précise qu'un festival a lieu en ville. Sabia accepte d'y aller. Elle pense qu'il est encore trop jeune pour vraiment comprendre le sens d'un rendez-vous. Pendant ce temps, il pense en souriant malicieusement que c'est ce qu'on appelle avoir un cœur sombre. Ils arrivent au festival de la ville de Nécropole, plein de célébrations et de feux d'artifice. Sabia demande à Dale s'il n'est pas fatigué après l'épreuve ardue. Il répond que non. Il ajoute qu'il a quelques jours avant le prochain essai. Le silence s'installe entre eux et Dale commente que la lune est belle ce soir. Elle est d'accord. Il pense à quel point il est difficile de maintenir la conversation. Il pense que le silence avec Sabia n'a jamais été gênant, peut-être parce qu'elle lui faisait toujours entièrement confiance, et pour cette raison, il ressentait le désir de se rapprocher d'elle. Il se souvient des derniers jours où il a réussi à atteindre le 3e cercle. À ce moment-là, il a rencontré ce dont Sabia parlait toujours, le paysage de l'esprit. Pour atteindre le 3e cercle, il devait dépasser ses limites en libérant plus de mana que le 2e cercle ne pouvait contenir, un processus appelé débordement de mana. En le faisant, il s'est soudain retrouvé dans un lieu étrange. Se demandant où il était, il entend l'écho de la voix de Sabia lui disant qu'il ne peut s'empêcher de révéler le paysage de son esprit. Il réalise qu'il est dans son monde mental, le monde de l'éveil. Il réalise que son monde était vide depuis le début, et dans ce vide, l'enseignante Sabia était la seule à lui tendre la main. De retour au festival, Dale regarde Sabia et pense que c'est peut-être pour cela qu'il désire l'enseignante qui a illuminé son monde. Il dit soudain « Je t'aime ». Sabia, choquée, lui demande de répéter. Il réaffirme sa déclaration. Sabia sourit tendrement, l'enlace avec douceur et lui dit qu'elle comprend parfaitement et qu'elle l'aime énormément aussi. Il la remercie sincèrement, pensant que vivre une seconde vie présente vraiment ses avantages. Quelques jours plus tard, le jour de l'épreuve du 11e étage, Dale pense que rien ne s'est développé entre lui et Sabia après cette confession. Il suppose qu'elle l'a probablement considéré comme un simple béguin d'enfant de 10 ans. Il ne pouvait rien faire d'autre que se concentrer sur le prochain essai. Iris explique que cette fois, l'épreuve est un duel magique en tête-à-tête où le gagnant monte au 12e étage. Dale se tient en face de son adversaire, qui se présente comme Elbert Rosenheim, un maître du 3e cercle. Il avertit Dale qu'il ne lui fera pas de cadeau simplement parce qu'il est un enfant. Dale pense que pour cette épreuve du 11e étage, l'utilisation de toute la puissance magique est permise. Les restrictions sur les artefacts étant levées, le pendentif de points de vie ne garantit pas totalement la sécurité du participant. Elbert, l'adversaire de Dale, pense que maintenant que les restrictions sont levées, il va montrer à Dale l'écart écrasant entre eux. Avec toute sa puissance, il l'avertit de rester vigilant dans ce duel. Il lui dit qu'il n'est en rien comparable au jeune diplômé de l'académie que Dale a affronté auparavant, et que la confiance du jeune seigneur s'arrête ici. Il lance une attaque de flèche noire, tirant une volée de flèches magiques sur Dale. Il le défie de bloquer cette attaque. Il continue ses moqueries, disant que la confiance de Dale ne le mènera pas plus loin, et lance une autre vague d'attaques. Dale esquive gracieusement les attaques. Dale pense qu'Elbert a triché en lançant un sort offensif avant que le duel ne commence officiellement. Pourtant, personne n'a arrêté le combat en concluant qu'ils sont curieux de voir ses capacités. Il pense que c'est un monde construit sur le mérite absolu. Il maudit les mages en silence, tandis qu'Albert saisit l'opportunité. Elbert crie, ordonnant à ses créations de se lever et de lui jurer une obéissance éternelle, et il anime les rejetons sanguinaires des ténèbres. Dale regarde la scène avec ennui, se disant qu'il est gêné rien qu'en voyant ça, se demandant où son adversaire a appris cette incantation ridicule. Il admet que la compétence d'Elbert dépasse celle des débutants. Dale esquive les attaques des morts-vivants qu'Elbert invoque. Cela énerve Elbert, qui demande combien de temps il va esquiver, affirmant qu'il ne peut pas gagner juste en fuyant. Il demande si c'est tout ce qu'il a et ordonne à l'un de ses soldats morts-vivants de s'autodétruire. Il déclare que la victoire est à lui. Soudain, Elbert se rend compte que Dale a disparu, se demandant depuis quand et où il est allé. Dale apparaît derrière lui, demandant sarcastiquement s'il ne pense pas que tricher contre un enfant est un peu lâche. Elbert a l'air confus. Dale admet que son attaque surprise était astucieuse et utilise la forme spectrale, une compétence du manteau de l'ombre. Il avertit son adversaire qu'il est encore loin de le vaincre. Pendant ce temps, les créatures de l'ombre de Dale commencent à fredonner, exprimant leur faim intense, demandant si elles peuvent manger Elbert. Il sourit et leur permet d'avancer, mais les avertit de ne pas trop manger. Les ombres attaquent un Elbert, qui hurle de douleur. Dale commente que les ombres semblent un peu excitées parce qu'elles avaient faim. Elbert implore la pitié. Dale ordonne aux ombres de se retirer. Elbert perd connaissance, et Iris déclare Dale vainqueur du premier tour. Dale demande qui est le prochain mage pour le deuxième tour. Le prochain concurrent abandonne.
disant qu'il veut juste vivre. Le décompte pour le 3e tour commence. Dès lors jusqu'au match final, Dale a progressé par forfait, sauf pour un combat nécessitant un affrontement. Ensuite, Dale a affiné et maîtrisé ses 3 cercles magiques et a commencé à vaincre les gardiens de chaque étage, un à un. Quand il arriva au 20e étage, un adversaire à sa hauteur apparut enfin. Le gardien était le chevalier sans tête. Ce chevalier, créé par un ancien de la Tour Noire, était un ennemi sans pareil comparé à ceux qu'il avait affrontés avant. Les observateurs disent que même pour le jeune seigneur, cela pourrait être sa limite. Dale sourit, pensant que si tout se passait de façon prévisible, ce serait ennuyeux. La bataille entre Dale et le chevalier sans tête débute. Les spectateurs regardent, étonnés, se demandant ce qui se passe. Tous sont stupéfaits de voir le chevalier sans tête s'agenouiller devant Dale, qui lui ordonne de se finir. Le chevalier sans tête se poignarde immédiatement et tombe détruit. Dale pense que cette loyauté, qui a poussé le chevalier à abandonner son rôle de gardien, est impressionnante. Il réalise alors qu'il a peut-être été un peu trop loin et qu'il a surestimé sa main. Il comprend pourquoi les spectateurs sont choqués. Mais pour qu'une création comme le chevalier trahisse son maître, l'ancien de la tour, et lui déclare sa loyauté, Dale voulait dire qu'il avait atteint un niveau comparable à celui d'un ancien de la Tour Noire lui-même, ce qu'il n'avait pas l'intention de révéler. Il décide qu'il a assez prouvé et qu'il est temps de partir. Il se dirige vers la sortie. Les observateurs lui demandent pourquoi il part. Il pense que même s'il pouvait continuer à grimper, il y a une limite qu'il ne peut pas franchir. Il réalise que s'il grimpe plus haut, il transcendra le royaume des monstres et deviendra quelque chose d'inconnaissable. Ainsi, l'épreuve de Dale se termina. Avec cette fin, les épreuves de la tour cessèrent à l'arrivée du maître de la tour et de son fils Dale. Toute la Tour Noire a offert un salut militaire. Non seulement les familles nobles de Saxon, mais chaque mage de la Tour Noire, y compris les anciens, se sont inclinés devant le duc et son fils. Grâce aux réalisations impressionnantes de Dale, toute la région nord a commencé lentement à s'unir. Dans le duché de Saxon de l'Empire du Nord, on voit des chevaliers combattre et acclamer le jeune seigneur Dale et la maison Saxon. Après avoir réussi l'épreuve de la tour, Dale a reçu l'ordre de son père, le duc, de mener une campagne contre une horde d'orques. C'était une lourde responsabilité pour un enfant de 10 ans. Pas une seule personne ne doutait de ses capacités de commandant. En tant qu'héritier légitime du duc noir, Dale commença progressivement à unir toute la région du Nord. Plus tard, Dale fait son rapport à son père, annonçant qu'ils ont éliminé 145 orques. Le duc demande s'il y a eu des pertes pendant la nuit. Dale répond qu'il y a 3 blessés légers, pas d'autres pertes. Le duc demande s'il a utilisé la magie pour les protéger. Dale nie cela, affirmant que le mérite revient uniquement aux épées de la maison Saxon. Le duc sourit et loue son travail. Sir Helmut commente au duc que le jeune seigneur s'est déjà habitué à diriger une unité de chevaliers de la taille d'un régiment. Dale répond humblement que tout le mérite revient aux enseignements de Sir Helmut. Sir Helmut le félicite, reconnaissant que Dale a appris l'art de l'épée, la stratégie, les tactiques et l'art de la guerre grâce à lui. Il prédit qu'à ce rythme, le jour où Dale dirigera son propre territoire lors d'une guerre de domaine n'est pas loin. Dale sourit à l'idée d'une guerre de domaine, accueillant toujours toute nouvelle étape. La scène passe à Dale et Charlotte en train de s'entraîner. Charlotte crie en se jetant sur lui et ils échangent des coups rapides. Le combat acharné entre eux continue. Dale termine l'entraînement, commentant que le niveau de Charlotte s'est un peu amélioré. Charlotte répond, agacée, qu'il en parle comme si cela ne le concernait pas. Il lui demande s'il l'a taquiné un peu trop. Elle lui rappelle qu'il est devenu un mage du 3e cercle et qu'il a passé le 20e étage de l'épreuve de la tour. Elle ajoute que depuis, elle n'entend que des louanges constantes pour le jeune seigneur Dale et lui demande s'il n'en a pas assez. Il la rassure de ne pas trop s'inquiéter. Il l'encourage en lui disant qu'elle deviendra plus forte aussi. Il pense en lui-même que, compte tenu de son âge de seulement 10 ans, le talent de Charlotte est loin d'être ordinaire. Charlotte se met en colère et lui crie de ne pas la traiter comme une enfant. Il répond qu'elle est une enfant. Elle rétorque qu'il est un enfant aussi. Il sourit et lui dit qu'il est déjà un adulte, en faisant référence à sa conscience de sa vie passée. Plus tard, Sir Helmut commence une nouvelle leçon avec Dale. Il explique qu'aujourd'hui, il va lui enseigner la tactique du marteau et de l'enclume et précise que la tactique repose sur la percée de la cavalerie à travers le flanc ennemi pour les encercler, tandis que l'infanterie bloque la contre-attaque de la cavalerie ennemie. Il souligne que c'est la clé et que le nom de la tactique est inspiré par le processus de frappe du métal sur une enclume avec un marteau. Dale conclut que cette tactique n'est possible que grâce à l'existence de la cavalerie noire. Il pense en lui-même que, quel que soit le monde, la nature de la guerre ne change pas beaucoup. Helmut lui demande des nouvelles des progrès de l'entraînement de Charlotte. Dale répond que son entraînement est splendide, bien que non comparable à celui de Dale. Il explique que les bases de son maniement de l'épée ont pris forme et qu'elle commencera bientôt à apprendre les techniques d'aura et le style d'épée de la famille Saxon. Mais il mentionne qu'il y a une préoccupation. Dale l'interrompt, devinant que la préoccupation concerne la compatibilité entre Charlotte et leur style d'épée. La narration explique que, tout comme les mages transforment le mana en magie via leur cercle, les chevaliers peuvent aussi raffiner le mana et le stocker en aura grâce à une discipline interne. Comme les mages forment des tours, les chevaliers créent des ordres pour transmettre leur héritage en escrime.
Parmi eux, la cavalerie noire, de l'ordre du corbeau de nuit de la famille Saxon du Nord, dont le style repose sur une puissance écrasante. Le problème est que le style de Charlotte repose sur la vitesse et l'agilité. Avec son talent actuel, elle pourrait à peine réussir à atteindre les rangs des 7 épées. Mais elle n'atteindra jamais le rang de la première épée, la position que son père occupait autrefois, ou la personne qui était surnommée l'épée des fleurs. Sœur Helmut continue d'exprimer son regret que le style de l'épée des fleurs ait complètement disparu avec la chute du royaume de la nuit. Dale se demande si ce style a vraiment disparu du monde. Alors que Dale construisait lentement sa réputation à travers des programmes d'entraînement rigoureux et des subjugations de monstres, le moment est enfin venu de prouver les résultats de cet entraînement. Le duc reçoit un messager et paraît stupéfait par ce qu'il entend. Le messager confirme que le baron voisin Voker revendique la mine de cuivre du duc et a officiellement demandé une guerre de domaine. Dale pense que, bien que les frontières dans ce monde ne soient pas parfaitement claires, il est imprudent pour un baron noble de Baran de se battre avec un duc noble de haut rang. Le messager ajoute que si le duc refuse de céder la mine et accepte la guerre, l'archiduc de Brandenburg a déclaré son soutien à la revendication du baron en échange d'une part des bénéfices de la mine de cuivre. Et cela ne s'arrêtera pas là. Brandenburg enverra son ordre de Sainte Magdalena pour soutenir le baron. Dale comprend immédiatement ce qui se passe, réalisant que Brandenburg n'a pas oublié l'humiliation qu'il a subie de la part de son père, et c'est sa façon de se venger et de prendre sa revanche.